Les gens qui votent à droite et qui ont voté à droite parce qu'ils en avaient marre, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus personne qui les aide à gauche. Ils les ont complètement oubliés, ils ont abandonné. La gauche aurait dû travailler sur l'insécurité des gens. Les premiers touchés, c'est les petits peuples, c'est les 18-25 ans, les premières victimes des agressions. La gauche les a abandonnés, pire, elle leur a craché dessus. Les Français, ce ne sont pas des racistes, ce n'est pas un peuple raciste, bordel. C'est un peuple qui veut juste vivre dans un endroit tranquille, sécurisé, et quand ils travaillent, ils veulent pouvoir bouffer. Le peuple français, c'est ça. Il faut qu'on ait quelqu'un là qui vienne sauver, là, qui vienne nous sauver en fait. Là, il faut un sauveur. Là, je vais utiliser. Il faut un sauveur. Il faut un mec là qui arrive et qui dise attendez là, on va s'arrêter là. Stop. Ouais, mais l'administration a dit. Quelle administration? À ce moment-là, on va la faire sauter. On la vire. Ah, on la vire? On les vire. Bonjour Yovan, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir. Alors vous êtes plus connu sous le pseudonyme du Jarl, donc un titre qui désigne un chef de guerre ou un chef de clan en langue scandinave. Vous travaillez dans le monde de la nuit depuis une trentaine d'années et vous co-dirigez la discothèque le 88 à Rennes. Vous venez de publier le livre « Ça va mal finir » aux éditions Nimrod. Un ouvrage dans lequel vous revenez sur votre parcours et où vous faites un état des lieux sans concession sur la situation sécuritaire en France, en rapportant notamment de nombreuses anecdotes sur la montée de la violence ces dernières années. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre et de rapporter les situations auxquelles vous êtes confrontés? Rien de particulier. Il y a un an, j'ai été contacté, alors je postais des vidéos sur les réseaux depuis 2021-2022, en expliquant ce que j'y faisais, ce que je faisais comme travail. Et puis il y a un monsieur qui m'a appelé, des éditions Nimrod, François, et en fait il m'a dit « Votre discours m'intéresse, ce que vous racontez m'intéresse, et je pense que ça peut intéresser des lecteurs. On pourrait donc en faire un livre. » Je lui ai dit que je ne savais pas trop qui pouvait être intéressé par l'histoire de ma vie. Il m'a dit on veut savoir qui est le Jarl. Je lui ai demandé comment il s'appelait, il m'a donné son nom de famille et j'ai dit oui direct. Je suis très attaché aux symboles, aux histoires des gens et tout. Et donc son nom de famille a une attache particulière, c'est ce qui m'a fait me dire que ça pouvait être que très intéressant d'être avec lui. On peut dire François de Saint-Exupéry. Exactement, exactement. Et comment vous vous êtes retrouvé d'ailleurs dans ce monde de la nuit? Pourquoi vous avez choisi cet univers qui est un univers particulier? Je le raconte dans le livre, c'est un peu du hasard. Je sortais de la police nationale parce que j'y avais fait mon service militaire en tant que CRS. Je n'ai pas continué dans cette voie-là parce que j'ai vu que c'était pas ma voie, que ça ne me convenait pas. Et puis pour fêter ma quille, on appelait ça comme ça pour ceux qui ont fait le service militaire, je suis allé dans une discothèque. Je n'allais jamais en discothèque d'ailleurs, il me semble que ça devait être la première fois que je devais y aller. Et en allant dans cette discothèque, le chef de porte, à ce moment-là on appelait ça des chefs de porte, m'a reconnu parce que je passais dans les journaux du secteur, on va dire les journaux régionaux, par les sports de combat. Il m'a reconnu, il m'a dit il me manque un portier ce soir, on disait videur à l'époque, hein. Il me manque un videur, est-ce que tu veux bien travailler pour nous? À ce moment-là, il n'y avait pas le CNAPS, il n'y avait pas toutes les règles, voilà, n'importe qui pouvait être videur. Et puis comme j'étais en soirée, que je m'emmerdais un petit peu parce que je ne bois pas d'alcool et c'était pas trop mon délire, j'ai dit bah pourquoi pas et j'ai fait la nuit. Voilà. Et puis de cette nuit, ça s'est transformé en une carrière. Voilà. Et vous dites d'ailleurs qu'à l'époque où vous êtes entré dans le monde de la nuit, c'était très différent de ce que c'est aujourd'hui. Vous parlez d'un système quasi mafieux à ce moment-là. Et vous racontez une anecdote d'ailleurs qui est assez incroyable, où vous raccompagnez le patron de la boîte de nuit chez lui en transportant des sacs qui sont pleins de billets qui en fait correspondent à la recette de la soirée. Et vous avez un fusil à pompe au cas où vous seriez agressé en chemin. C'était des fusils un peu bricolés que les gens faisaient à l'époque. Effectivement, oui, je raconte ça dans le livre, je raconte les petits détails comme ça, c'est important que les gens comprennent comment c'était ce milieu-là. Ça se passait comme ça parce que déjà 80% du chiffre d'affaires était fait en espèces à l'époque. Hein. On parle il y a presque 25 ans, 28 ans. Ouais, c'était début des années 2000. Comment? C'était dans les années 90, milieu des années 90? Ouais, c'est ça, 80, ouais, c'est ça, dans les années 90, 93, 95. Et à ce moment-là, presque toutes les... enfin, c'était 80% presque, hein, que des espèces. Donc évidemment, ça faisait des grosses sacoches.
Et puis bah voilà, il mettait ça sur le tableau de bord, on ramenait l'espèce chez lui et il avait son fusil sur le tableau de bord. Voilà. Donc je trouvais que c'était assez rigolo de le raconter parce qu'aujourd'hui on ferait ça, ce serait direct la garde à vue, hein. Il n'y aurait pas de discussion. On croisait des gendarmes, personne ne disait rien. Ça fait « Bonjour, salut, vous avez passé une bonne nuit? Ouais, super !» C'était ça. Ouais, d'autant que j'imagine que c'était pas de la gomme-cogne dans le fusil. C'était alors fusil à pompe, c'est de souvenir, c'était un espèce de fusil de chasse coupé. Enfin, il avait bricolé son truc pour que ça passe facilement sur son tableau de bord. Enfin, je l'explique, je donne les détails dans le livre, mais c'était un peu un cow-boy, quoi. Enfin, je dis le vrai terme. Hein, là, c'était pas un cow-boy dans le sens figuré. Il avait un chapeau de cow-boy, il tout en cuir avec des Santiago. Voilà, c'était le personnage, mais il était comme ça. Il s'appelait Ange. Enfin, il est toujours vivant. Il s'appelle Ange. Ouais. Et alors vous commencez à travailler au club Le 88, donc sur la dalle du Colombier à Rennes, fin 2021. Quelle était la situation quand vous êtes arrivé? Catastrophique. C'était ça ma grande inquiétude. J'ai été appelé un peu en urgence par le propriétaire des lieux qui avait eu un souci avec son équipe de sécurité du moment, où là, ça s'est tendu entre eux, très, très compliqué. Donc il avait besoin d'une équipe de sécurité à refaire, parce qu'il venait de la perdre. Et puis l'activité sortait du Covid, et il fallait surtout que l'activité ne meure pas, et il fallait blinder l'entreprise, ce qui n'était pas le cas quand on a pris l'activité. Il y avait 17 salariés de tête, une quinzaine, quoi. Et donc, à partir de là, je suis allé d'abord voir avec ma femme comment c'était, ce qui s'y passait. Bon, j'ai dû mettre à peu près 15 minutes pour comprendre ce qui se passait, pas longtemps, hein, 15 minutes. Et j'ai dit, il faut tout refaire. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qu'on ne va pas devoir garder, il faut refaire une équipe de sécurité en entière. Et puis, on a lancé, j'ai dit à Sébastien, il va falloir être courageux parce que ça ne va pas être facile au départ, mais je lui ai fait une promesse. Il s'en souvient toujours. Sébastien, c'est le patron. C'est le patron, le propriétaire des lieux. Il y a un propriétaire. Et je lui ai dit, il va falloir me faire confiance, mais dans 1 an maximum, ce sera le lieu numéro 1 de Rennes où les gens voudront aller. À l'époque, on était le 4e ou 5e. Hein. C'était ceux qui allaient dans cet établissement, c'est ceux qui étaient refusés de partout, quoi. Puis ça a marché, au bout d'1 an, on a réussi à avoir énormément de monde, mais ça a été quelques batailles, quoi. Parce que c'était pas l'intérieur de la boîte la catastrophe, c'était les extérieurs. Il y avait des dealers, il y avait des MNA, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les mineurs non accompagnés. Ouais, donc vous voulez dire qu'ils ne sont pas toujours mineurs Très rarement. Hein. Très rarement, ils sont souvent majeurs, mais bon, sur les papiers et sur l'administration, ils sont mineurs. Et donc en fait, ils tenaient cette fameuse dalle du Colombier. C'est une dalle importante de Rennes, c'est une grande place où il y a un passage énorme, puisqu'il y a 3 établissements de nuit au même endroit. Il y a la nôtre et puis 2 autres établissements à 300 mètres de chaque côté, en fait. Et il y a un immense parking de presque 1000 places en dessous la dalle. Donc tous ceux qui veulent aller dans les établissements de nuit passent automatiquement par cette dalle. Et ils se garent en dessous, ils montent, et puis arrivés en haut, soit ils choisissent notre établissement, soit ils vont ailleurs. Et donc c'était un lieu super important pour ceux qui font du business, c'est-à-dire et les voleurs et les dealers. Une des places les plus importantes de Rennes. Et le week-end, je parle, parce qu'il y a un fort passage de clients potentiels. Quand il y a des dealers, il y a des clients. Ça, c'est important de le dire, hein. Il y a des clients. Donc voilà, et à partir de là, j'ai fait le choix, j'ai dit, on n'a pas le choix. Déjà, pour rendre bien la dalle, il faut pacifier le lieu. Et le pacifier, ça va imposer des choses. Et donc, on a tenté plusieurs choses. Je l'explique bien dans le livre, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 3 étapes, et je donne les détails de ces étapes pour que les gens comprennent bien comment un endroit considéré comme très dangereux à Rennes est devenu safe on a mis 1 an et demi, quoi. Oui, vous dites qu'en fait, vous avez été obligé de choisir entre la peste et le choléra, et vous avez fini par passer au début un pacte avec les dealers pour qu'ils chassent les mineurs non accompagnés. Ça, c'est la phase 2. La phase 2, c'est ça. La première phase, ça a été d'abord faire ce que tout le monde doit faire, c'est bonjour, le 17, police nationale, on a des problèmes, on a des dealers partout sur la dalle. D'accord, bon, ils venaient, ils intervenaient. Quand les MNA attaquaient les clients ou les blessaient ou les gens de passage, parce que souvent on a défendu des gens qui venaient même pas chez nous, hein. D'ailleurs, je raconte des anecdotes dans le livre d'agression, parfois de gens qui venaient pas chez nous. Ils allaient ailleurs, mais ils sont agressés, on les laisse pas, quoi. On y va. Cette étape-là a fait qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas parce qu'on a une justice qui est complètement entravée de dossiers. Voilà. Donc la police faisait son travail, hein, ils venaient chercher les gens. Puis en général, le lendemain, quand ce n'était pas 3-4 heures après, ils étaient replacés sur les mêmes endroits.
Et là, j'ai dit, ça va être compliqué. Et je m'étais rendu compte que les dealers et les MNA entre eux, ils se faisaient la guerre, ils se détestent. Parce que quand les voleurs traînent autour des dealers, bah, ils volent leurs propres clients. Oui, ça perturbe le business des dealers. Ils ne veulent pas de problème. Hein. D'ailleurs, il y a un bon exemple qui a existé en France lors des émeutes. Qui a fait arrêter les émeutes? Les dealers, tout le monde le sait. C'est eux qui ont commencé à envoyer des snaps à tout le monde et dire « là, vous arrêtez ». Parce que là, on est en train de perdre tout ce qu'on fait. Tout le monde est rentré chez soi, il n'y avait plus rien et ça s'est terminé. Et tout le monde a repris son travail. Le titre de mon livre est « Tout est question de territoire, depuis la nuit des temps ». C'est la vérité. Ça fait 70 000 ans que c'est comme ça chez les humains. Oui, parce qu'à Rennes, il y a eu beaucoup de fusillades ces derniers mois. Je crois que vous citez un article de France 3 dans le livre qui parle de 25 fusillades depuis un an à Rennes liées au règlement de compte, au trafic de drogue. Et vous rappelez d'ailleurs aussi ce fait divers où un enfant de 5 ans a été blessé. Je crois qu'il a pris 2 balles dans la tête au mois d'octobre 2024, justement dans le cadre de règlement de compte. Ouais. C'est ce qui se passe à Rennes et jamais on n'aurait imaginé ça il y a 15 ans. Hein. Jamais, vraiment. La situation rennaise, c'est compliqué. On peut trouver des responsables partout, tout le temps. On peut toujours trouver des responsables. Mais en réalité, une fois qu'on a compris ce qui se passe, il faut aller dans les actes. En fait, il faut arrêter de dire on sait d'où ça vient, on sait pourquoi, on sait ce qui se passe. J'ai eu beaucoup d'entreprises, j'en ai eu 8. Il y a une chose qu'on sait quand on tient des entreprises, c'est que quand on a un problème, c'est pas grave d'avoir un problème en fait. Ça arrive partout, il y a des problèmes. C'est d'être capable de mettre les mots sur les problèmes, mais quand je dis le mot, c'est MAUX. Et de dire on va faire quoi du coup pour arrêter le problème. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans toutes les grandes villes de France où la situation dégénère, il n'y a pas que Rennes, hein. Grenoble, Lyon, Marseille, certains endroits de Paris, toutes les grandes villes de France sont impactées par la situation. À partir de là, maintenant, une fois qu'on a compris ce qui se passe, bah, il va peut-être falloir avoir des actions, même si les actions dérangent, même si une minorité trouve que c'est pas bien, il faut être gentil, il faut faire de la pédagogie, vous comprenez, les pauvres. D'accord, on a compris, ça y est, on a compris ce qui se passe. Maintenant, il faut quand même faire quelque chose parce qu'il y a des mômes qui meurent. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir voir où on a merdé, on a compris où on a merdé, peut-être que la pédagogie n'a pas bien fonctionné, peut-être que d'être trop gentil, trop social, voilà, ça n'a pas fonctionné. On a essayé. C'était beau d'essayer. Moi, j'ai fait partie de ceux-là. Moi, le touche pas à mon pote. Je suis cette génération. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 50 ans. Moi, je suis fan de Renaud, je suis fan de Brassens, je suis fan de Léo Ferré, des anarchistes tous notoires. Vous voyez ce que je veux dire? Et que moi, j'ai été élevé et j'ai écouté leurs chansons et leurs textes en permanence. Malheureusement, en vieillissant, Renaud a chanté en vieillissant « J'ai embrassé un flic ». Voilà ce qu'il a chanté. Bah ouais, Renaud, il a vieilli. Et comme moi, on a vieilli, puis on se rend compte qu'il y a plein d'endroits où on avait tort. On a essayé des trucs, et je dis on, la société. Hein. Ça n'a pas marché. C'est ce que j'essaye de faire comprendre dans ce livre, où je donne plein d'exemples pour montrer tous nos échecs. Parce que il n'y a rien de mieux que le réel pour donner des exemples de ce qu'on a vécu et de dire voilà ce qui s'est passé. Maintenant, c'est quoi les solutions? Et alors, pour revenir un instant sur le narcotrafic à Rennes, vous dites d'ailleurs que maintenant la drogue elle est présente partout, elle est de plus en plus dure. Hein. Vous dites qu'on n'est plus sur du cannabis, mais on est carrément sur de l'ecstasy, de la kétamine ou de la cocaïne. Et qu'en 30 ans dans le milieu de la nuit, vous n'aviez encore jamais vu cette explosion de consommation de drogue. Jamais. C'est surtout là l'après-Covid qui est dingue. Vraiment, l'après-Covid est dingue. J'ai alerté les autorités il n'y a pas très longtemps, des gens, des sénateurs, des députés. Je les ai alertés parce que je leur ai dit il faut vraiment que vous preniez conscience de ce qui se passe parce que notre génération, elle va mal. Elle va très très mal, notre jeune génération, je parle. Les 18-25, ils prennent des tases comme moi je prends un Smarties. Donc des tasses, c'est de l'ecstasy. Des tasses, c'est des ecstasy, ouais. Ils vont prendre de la cocaïne comme moi je veux prendre un verre d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a un vrai problème. Et j'ai eu l'impression, pendant un petit moment, peut-être à tort, mais c'est d'une analyse que je faisais encore humaine, en regardant les gens et ce qui les inquiétait. Et j'ai eu l'impression pendant un moment que les médias ne parlaient que d'une chose. Tous les dealers sont dans les quartiers et tous les dealers sont rebeux ou renois. Et je me suis dit, c'est dingue parce que, en grande partie, les gens que nous on attrape dans l'établissement de nuit pour deal, c'est pas les rebeux et les renois. C'était des jeunes demoiselles de
18, 23 ans, souvent étudiante, et puis qui dealait. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, en fait, en grande partie, c'est ceux qu'on attrape. Et puis j'ai très vite compris, parce que moi-même, quand on attrape des gens, je parle avec eux. Alors ça choque aussi, ça, parce que je le montre en vidéo. Mais je suis ni juge, ni policier, encore une fois. Donc je discute avec les gens, j'essaie de comprendre ce qui leur arrive. Pas pour avoir pitié, parce que je ne suis pas du genre à avoir pitié des gens. Par contre, pour les comprendre et pour me dire, voilà pourquoi elle en est à ça. Maintenant, quelles sont nos actions? Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour l'aider, pour la sauver, pour lui dire, pour la protéger peut-être, parce qu'il peut aussi lui arriver des problèmes avec les dealers. Oui, on sait qu'il y a des représailles qui peuvent être extrêmement violentes entre dealers, justement, ceux qui liront le livre, hiérarchie. Ouais. Ouais, ceux qui liront le livre comprendront ce que j'explique, parce que c'est bien, je l'explique ça. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit hier, qui a lu le livre, et qui m'a dit « Je n'avais pas pris l'ampleur de la situation avec notre jeune génération et la drogue. C'est en lisant votre livre que je l'ai compris. » Rien que là, je vais le dire là, alors déjà il y aura au moins une personne qui a eu mon livre, et au moins ça a servi. Si déjà des gens importants, là c'est un journaliste, mais un journaliste qui est sur un gros journal, si déjà un journaliste a compris ça, il va peut-être en parler. Peut-être que ça va réveiller un peu les gens qui décident. Parce que si on continue comme ça, là pour le coup, comme on l'a mis sur mon livre, ça va mal finir. Vraiment, ça va mal finir. Donc il faut trouver des solutions pour eux, quoi. Vous dites d'ailleurs que il y a des points de deal qui sont mis en vente à Rennes pour des sommes allant de 800 000 à 1 million d'euros. Ça c'est Rennes, ça, c'était il y a quelques mois. C'est passé dans les journaux, tout le monde le sait, tout le monde l'a su, les médias, j'étais un des premiers à avoir l'info parce qu'évidemment on me tag dans tous les trucs, dans les snaps et tout, les trucs incroyables de Rennes, donc j'étais un des premiers à le dire. Puis dès que les journalistes ont essayé de chercher ce qui se passait, effectivement, les articles sont sortis après en disant il dit vrai. Il y a 2 points de deal en vente à Rennes. Mais je l'explique aussi, ça, j'essaye de faire. C'est une entreprise, hein. Les points de deal, c'est une entreprise, ça fonctionne comme une entreprise. Ils ont des salariés, ils ont une organisation, ils ont des chefs, ils ont des plus hauts chefs, ils ont des plus petits chefs. Tout est méga organisé. Et comme ce sont des entreprises on va dire illégales, il y a le résultat qui va avec des gens qui s'entretuent. Parce qu'en fait, comme c'est compliqué entre eux, dans une entreprise normale, quand on n'est pas d'accord avec un associé, un collaborateur, un salarié, on va au tribunal, puis on s'explique. Des fois on gagne, des fois on perd. Quand c'est des entreprises illégales et que ça génère autant de millions d'euros, ils s'expliquent à coups de couteau, à coups de tir, à coups de calache, parce qu'ils n'ont pas de juge. Ils sont propres juges de leur business. Voilà où on en est. Ouais, je crois qu'on c'est entre 3,5 et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an au global en France. C'est incroyable. C'est des chiffres. D'ailleurs, il y a c'est l'Office anti-stupéfiant qui avait expliqué qu'il y avait 240 000 personnes qui vivaient directement ou indirectement du commerce de la drogue en France. Ouais, multipliez-les, les chiffres. Oui, il faut être réel à un moment donné. Ça peut paraître beaucoup pour les gens, là. Je vais vous dire, ça c'est rien. Ils sont complètement à côté de la plaque. Moi, je peux vous le multiplier par 3, je pense. Vous pensez que les chiffres sont sous-estimés sur le narcotrafic? C'est comme quand on me dit, quand on parle actuellement, quand on me dit il y a tant de nombre de couteaux, d'attaques au couteau, il y a tant de gens agressés en France, mais 2 personnes sur 3 n'y va même pas le dire à la police. 2 personnes sur 3. Oui, il y a une sous-déclaration des victimes. Il y a une sous-déclaration des victimes qui est incroyable, qui est devenue inimaginable, parce que comme ça ne donne quasiment jamais rien, et que tout le monde le sait, plus personne n'y va. Dans le livre, je donne plein d'exemples où des gens se retrouvent dans des situations de dingue, il y a 0 plainte. Et quand on leur demande « mais tu vas pas porter plainte ?» ça sert à rien. Il n'y aura pas de suite. Bon, ils n'ont pas tort, il n'y aura pas de suite. Oui, parce que la police aussi est en manque d'effectifs, donc ils n'ont pas le temps de traiter toutes les plaintes qui reçoivent. Je ne parle pas de la police, là. Moi, je parle de ceux qui doivent décider de ceux qui... La police, leur rôle, c'est d'attraper les méchants et de les remettre à la justice. Parce que les gens confondent un peu, ils ont l'impression que c'est la police qui font les juges, mais la police, ils ont un rôle qui finalement est assez simple, assez simple, assez bas de gamme, on va dire, sur le choix de l'État, de ce qui nous arrive. Eux, leur travail, c'est tu fais partie de ceux qui ne respectent pas la loi, on vient t'attraper et on t'emmène devant un juge. Ceux qui décident de notre pays, c'est les juges aujourd'hui. C'est eux qui décident de l'état de notre pays et comment on doit avancer. Il n'y a personne d'autre. Alors, est-ce que... On va encore me dire, oui, mais nana, les juges, moi je les attaque pas non plus comme un dingue, parce qu'en réalité, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il n'y a plus de place nulle part.
Même si on tombait sur un juge qui veut absolument enfermer les gens, il ne peut même pas le faire. Il met où les gens chez lui? Ouais, il y a un manque de places de prison chronique. C'est pire que ça, c'est plus un manque de place. Il faut créer, je sais pas, il faudrait peut-être créer 15 prisons là, en 3 mois là, pour s'en sortir. Là. Alors Emmanuel Macron, je crois, avait parlé de 15 000 places de prison d'ici 2027, mais finalement, il y en a très peu qui ont été livrées aujourd'hui. Encore une fois, je pense que c'est minoré. Hein. Quand il dit 15 000 multiplié par 2, quoi. En fait, tout est comme ça, en fait. Oui, c'était le nombre de places qu'il voulait construire. Bah oui, mais il peut multiplier par 2. Je pense que dans l'état où on est, là, oui, il faut multiplier par 2. Donc aujourd'hui, tout fonctionne comment? Avec Dans mon livre, je dois le dire au moins 10 fois, on nous les laisse tous dehors. Et quand je dis on nous les laisse tous dehors, c'est pas péjoratif, c'est de dire clairement les choses. Tous les multi-condamnés, je parle de termes de violence, hein, d'accord? Les gens dangereux pour les autres. C'est ça moi, c'est ça mon sujet. Le reste, je m'en fiche, quoi. Ça m'intéresse pas, en fait. Chacun fait ce qu'il a à faire. Mais ceux qui sont dangereux pour les autres, bah, ceux-là, il faut les isoler du groupe. Les humains, en 70 000 ans, je l'explique dans mon livre, hein, ça, hein, pour ceux que ça intéresse, on a toujours fait ça. Les clans, c'était des villages. Il n'y avait pas des pays, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit, 70 000 ans d'humanité, c'est une paille sur la planète. On n'est rien. On n'est rien. On vient d'arriver, nous. Bonjour, on vient d'arriver. On fait les malins, mais on vient que d'arriver, nous. On a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que dans un clan, quand il y avait quelqu'un qui était dangereux pour le clan, dans un village, eh ben, le chef de guerre, le chef du village, disait, lui, on l'isole. Alors avec des moyens durs, hein. Bah, évidemment, ça va choquer, mais bon, c'était avant, quand on n'était pas trop civilisé. Oui, il n'y avait pas les sifflets anti... Voilà, il n'y avait pas les sifflets... Oh là, ne me parlez pas de ça. Oh là 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 là, ne me parlez pas de ça. Mais bon, on séparait du clan ceux qui mettaient le clan en péril. Mais c'était normal. Je ne parle pas de la façon et de la solution. Ce n'est pas le sujet. Mais c'était de dire que les gens normaux entre guillemets veut dire qui vivent dans une société où ils ne veulent pas se faire tuer dès qu'ils sortent dans la rue ou qui ne veulent pas qu'on leur vole leur portable avec un coup de couteau dans le cou parce qu'on ne veut pas donner le portable, c'est normal qu'on isole ceux qui tiennent le couteau du reste du clan. Je parle de clan parce que je parle en termes de territoire. La seule différence qui nous arrive, c'est que le village est devenu une région progressivement, puis la région est devenue un pays progressivement. En fait, c'est comme ça qu'on a fonctionné, c'est parce que l'évolution humaine a fonctionné comme ça. Mais la base, elle reste la même. Est-ce que dans un clan, on va dire, est-ce que dans un pays, c'est normal qu'on laisse des gens... Je vais donner un cas de figure, le dernier de la semaine dernière, parce que vous avez vu que dans le livre, on a mis 1 an de dossier de couteau. Je peux vous dire que même moi, quand on faisait l'énumération de tout ce qu'on a trouvé, je me suis dit non, mais on est en train de faire 3 pages là, que de 2 lignes, à chaque fois couteau tel jour, on est en train de faire 3 pages dans le livre. Ouais, sur les attaques au couteau. Ouais. Je dis franchement, même moi, dans mon propre livre, quand j'ai vu ça, le nombre que ça faisait, parce que François, mon éditeur, était en train de relever tout, et il m'appelait, il m'en rajoutait à chaque fois, je dis non mais attends, c'est un truc de fou, on peut faire un livre qu'avec ça peut-être là en fait là. Mais parfois, en plus, il y a des, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a assez peu de temps, il y a quelqu'un qui s'est pris un coup de couteau dans la nuque à Lyon, je crois, dans les couloirs du métro. Pour une simple bousculade, finalement. Une simple bousculade, la vidéo, elle est incroyable. Une simple bousculade. Ouais, on se dit qu'aujourd'hui, on peut mourir pour 3 fois rien. Il y a 15 jours, il y a 10 jours, coup de couteau à Rennes, un gars, place de Bretagne, une embrouille avec un client au bout d'un bar. Le gars discute pas, il sort la lame, il essaye de lui viser le cou. Le client se protège avec sa main, ça transperce la main. Les gens lui sautent dessus, ou monsieur éclaire, ils prennent des risques de dingue, il prend même un coup de banc pour maîtriser l'individu. Et là, on apprend quoi? 33 condamnations. 33. Non mais attendez, 33. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est dans la rue, la nuit, un samedi soir, avec tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'à un moment donné, là, il n'y a pas encore un truc? Ok, on a compris, il y a des problèmes. Mais il va peut-être falloir à un moment donné dire, il va falloir que quelqu'un arrive, je ne sais pas qui, je m'en fous, moi, de n'importe quel endroit. Il va peut-être falloir qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui dise, bon, là, les multi-condamnés pour violence, ils sont dangereux pour les autres. Ils mettent tout le monde en danger. Dès qu'on parle de violence, c'est dangereux. Donc, isolons-les des groupes, en fait. Ouais, c'est ce que vous dites dans le livre aussi, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui sont multi-condamnés comme ça, mais qui sont soit sous bracelet électronique, ou qui écopent de peine de prison avec sursis, donc finalement de peine... Des interdictions, ça c'est la mode, des interdictions de venir dans une ville, par exemple. C'est-à-dire, interdit de venir à Rennes.
jamais. Mais un mec qui est capable de mettre 3 coups de poing dans la tête d'un gars, lui sauter dessus à pieds joints, ou alors ils se mettent à 10 sur un gars, vous croyez vraiment qu'un papier d'un juge qui va les interdire de venir dans une ville où ils sont nés la plupart du temps, ou dans leur quartier, vous croyez vraiment qu'il va respecter ça? Ah, vous dites que ça les fait rigoler en fait, ce genre de... Rien à foutre, au contraire, ils sont contents, ils affichent ça dans leur chambre. C'est des fiertés pour eux. Des TIG. Des TIG. Il y a un policier qui se fait traîner, la vidéo elle circule, elle fait des millions de vues, et on met je ne sais plus combien, je crois que c'est 10 jours ou 15 jours d'ITT, il faudra vérifier, ça c'était une affaire qui a été jugée il y a 1 mois. Le policier se fait traîner, et le gars prend du TIG, des travaux d'intérêt généraux. Mais c'est quoi ce pays-là? On est où en fait? J'ai même plus de mots, parce qu'en fait c'est tellement dingue que j'arrive à ne plus avoir de mots. D'ailleurs, François, il a dit un truc important quand il m'a appelé, il m'a dit « Tu vas écrire ce que tu ne peux plus montrer en vidéo, tellement ça devient dingue. » En fait, il a eu raison. C'est après coup que je me suis dit « Mais il a eu raison en fait. » C'est grâce à ce que je peux écrire. Quand on l'écrit, on réfléchit à ce qu'on écrit. Mais même là en vidéo, je vous le dis franchement, je trouve même plus les mots tellement c'est dingue en fait. On peut traîner un policier en France avec sa bagnole sur des dizaines de mètres et prendre que du TIG, des travaux d'intérêt des gens, qu'il ne fera même pas. Parce que tout le monde sait que les TIG sont quasiment jamais faits parce qu'il n'y a plus de budget pour gérer ceux qui vont en TIG. Donc ils ne les font même pas. Qu'est-ce que je vous dis? On fait quoi? Ben, dans un pays normal, quelqu'un qui traîne un policier en France avec sa voiture sur des dizaines de mètres, il est enfermé et très longtemps. Voilà ce qu'on doit dire. Alors oui, je sais. Oui, mais le pauvre, il a eu une vie difficile. Bah moi aussi, j'ai une vie difficile. Oui, mais le pauvre, son père était violent et alcoolique. Bah moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va, quoi. Ça va, en fait. Les excuses, ça va 2 minutes. Alors, on entend le problème, mais on n'excuse pas. On trouve des solutions. Donc vous ne croyez pas aux cours d'empathie, aux sifflets anti-agression, à la distribution de flyers pour prévenir les dangers du port d'une arme blanche, ça pas efficace? Alors, ça fait 30 ans qu'on essaye ça. Ça fait 30 ans. Ça va, on leur a donné leur chance quand même. 30 ans, c'est long. Hein. Ça fait 30 ans qu'on essaye. Un sifflet, on a fait une distribution, je ne sais plus dans quelle ville. À Nantes, je crois que c'est... J'en ai parlé, mais je ne me rappelais plus la ville. Il se passe tellement de trucs qu'on ne sait même plus en fait. Un sifflet pour dire aux femmes, dès qu'on vous agresse, sifflez. Alors je dis à toutes les femmes qui vont écouter cette vidéo, ne faites pas ça surtout. C'est pire. Vous croyez que c'est un sifflet qui va les arrêter? C'est pire. En 3-4 secondes, c'est le chaos assuré. C'est un coup violent pour que ça s'arrête. Il y a d'autres façons de faire, ça c'est sûr, qui ne sont jamais les plus... Il n'y a jamais du 100%. Mais siffler, mais déjà rien que le fait de sortir un sifflet de son sac à main, mais c'est une folie de croire que c'est possible en fait. Vous croyez vraiment qu'avec le stress, la panique, les femmes ne sont pas prêtes à ça, et tant mieux, c'est pas ce qu'on leur demande en fait. On leur demande pas de savoir se défendre dans la rue à la moindre agression, parce qu'elles se baladent en mini-jupe, parce qu'elles ont un portable à la main, parce que... putain, mais on n'est même plus capable de protéger nos femmes, quoi. Nos femmes en général, quoi. On n'est même plus capable de faire ça dans un pays, quoi. Moi, j'ai 2 filles, moi. Une de 18, une de 25. Non mais attendez, elles ne peuvent même pas se balader en mini-jupe dans les rues, quoi. Parce que c'est sifflé, parce que c'est emmerdé, parce que t'as un snap, vas-y. Et puis quand elles ne répondent pas, je ne sais pas si je peux dire des mots durs, mais avec les mots qui vont bien, quoi. Elles se font injurier. Elles se font injurier direct, quoi. C'est l'histoire de mes filles, mais c'est l'histoire de toutes les femmes, quoi. Et que... Bah, je suis désolé, alors je sais qu'il y a des gens à l'extrême gauche qui disent « Oui, mais bon, c'est pas très grave, si on répond pas, on arrive à avancer. » Mais putain, merde, quoi. Est-ce que c'est normal? C'est ça que je pose comme question. Est-ce que c'est normal? Tous les gens normaux disent « Non, c'est pas normal. » Donc comme c'est pas normal, alors on fait quoi, en fait? Bah, donc on a fait quoi comme solution? Bah, on a dit on va leur donner des sifflets. On va distribuer des flyers pour dire aux gens « Non, vous pouvez pas vous comporter comme ça. » À Rennes, on a fait la brigade de l'incivilité. La brigade de l'incivilité. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, vous connaissez pas la brigade de l'incivilité? Alors attention là, on est et je critique pas les hommes et les femmes qui travaillent dans la brigade d'incivilité. Ils ont du travail, tant mieux pour eux. Tant mieux là, ils ont trouvé une brèche pour avoir du travail. Mais moi, je parle juste du fondement même de la situation. Une brigade d'incivilité, c'est-à-dire que tous les gens qui se comportent mal,
Bah, normalement, il doit y avoir des policiers, enfin, c'est même pas des policiers. Si, je sais même pas s'ils sont policiers d'ailleurs dans le cadre juridique légal. J'ai même pas de. Là, j'ai pas la réponse. Mais en attendant, leur brigade, le mot brigade est fort quand même. Hein. La brigade de l'incivilité, ben, quand quelqu'un se comporte mal, ils doivent intervenir. Si vous crachez votre chewing-gum dans la rue, par exemple, ils vont venir vous voir. Si vous jetez votre papier dans la rue, ils vont venir, c'est pas bien, il faut attraper le papier. Si y a quelqu'un qui insulte une fille dans la rue, monsieur, c'est pas bien ce que vous faites, il ne faut pas faire ça. Si vous jetez votre poubelle à côté du conteneur à poubelle, c'est pas bien, monsieur. Effectivement, c'est pas bien. On est tous d'accord que c'est pas bien. C'est pas bien de jeter des papiers, c'est pas bien de jeter son chewing-gum par terre. On est tous d'accord. Mais les gens normaux le savent. Est-ce qu'on a besoin d'une brigade d'incivilité? Je ne sais pas, je me pose encore ces questions. Donc évidemment, il se retrouve à faire que d'une chose quasiment, c'est de ramasser les sacs poubelles et les remettre dans la truc. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Puis encore faut-il tomber pile poil sur quelqu'un qui est en train d'agresser une fille au bon moment et d'être dans la rue. « Hey, monsieur, hop, hop, s'il vous plaît, on vous a entendu traiter la demoiselle de... faites pas. » Je leur souhaite bon courage parce que rien que de tenter ça, il y a 3 morts. Espérance de vie de la brigade d'incivilité, 5 secondes. Vous dites aussi d'ailleurs, vous en parliez tout à l'heure, je crois que vous preniez l'exemple en fait de jambes qui se font sauter dessus sur la tête à pieds joints. Bon, ça c'est ce qu'on voit aussi assez régulièrement sur des vidéos sur les réseaux sociaux. Vous dites que ça en fait il y a plusieurs années, on n'en était pas là, il y avait des combats, des bagarres, mais finalement ça s'arrêtait au premier chaos. Vous dites aujourd'hui il y a une volonté de tuer la personne en face finalement. Ils s'en rendent pas compte. En fait on en est à ce point-là. Le mot volonté de tuer, évidemment que j'emploie ces mots parce que je voudrais que tous les gens qui lisent le livre comprennent à l'endroit où on en est, à quel niveau on en est. Mais il y a 30 ans, quand il y avait une bagarre, il y a toujours eu des bagarres. Je suis bien placé pour savoir, je vous dis, je suis fan d'anthropologie. L'histoire humaine, elle me passionne. On s'est toujours bastonné, tout le temps. Avant, c'était entre clans, entre villages. Le village était à 300 mètres, c'était la guerre entre villages. Les régions sont devenues des villes, des pays, les pays, voilà. On s'est toujours bastonné. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et ce n'est pas que aux abords des établissements de nuit, c'est partout, c'est qu'avant, quand les gens se tapaient dessus, même s'il y avait un groupe de plusieurs, très rapidement c'était du 1 contre 1 parce qu'il y avait 2 mecs qui ne pouvaient pas s'encadrer, puis à un moment donné, les autres se mettaient à côté, ils disaient allez-y, battez-vous. Ok, ils vont se battre, ils se tapent, et puis à la fin on fait comment? Il y a un gagnant, un perdant, mais quand, en gros, je dis souvent, le premier sang ou le premier chaos, ça s'arrêtait. Et c'était ce qu'on vivait. Il y avait un chaos, il y a un chaos. Alors ça va choquer les gens, mais bon, mais il y a un chaos. Ok, le cerveau a dit qu'il fallait s'arrêter, s'endormir parce que c'est dangereux, il faut qu'il s'arrête. J'explique un peu ça dans mon livre d'ailleurs, les situations du corps humain et comment il réagit face à des situations d'agression. Très souvent, ça se terminait au bout du bar, très souvent. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les gars prenaient un coup ensemble après. On arrête. C'est bon, t'es fort. J'ai peut-être déconné, copain, ouais, t'as un œil comme ça là, je t'ai pas loupé, ouais, allez, on arrête. Alors ça, c'était avant, ça n'existe plus. Et maintenant, on est devenu à un tel niveau où nos parents, mes parents, ma mère surtout, la violence, c'est pas bien. Si tu tapes des gens, c'est pas bien. C'est ça en fait que j'essaie de faire comprendre aux gens. Les parents normaux rendent leurs enfants pacifiques et donc évidemment, s'il y a une bagarre, très vite, le rappel de nos bases essentielles. On revient toujours à nos bases. Les humains reviennent toujours à leurs bases. C'est bon, il est KO. Là, ça y est, là. Je te relève. Et là, on a un problème, c'est qu'on a dû louper un petit détail dans l'éducation de notre jeune génération. Je pense qu'il y a un petit détail qui a été oublié, c'est quand le gars est KO par terre, ok, t'es un garçon, tu te bats, et les humains, les hommes se sont toujours battus, tout le temps. Mais bon, quand il est par terre et qu'il saigne et qu'il n'en peut plus, tu dois t'arrêter. C'est pas bien la bagarre, mais tu dois t'arrêter. Là, on a oublié là, de leur dire ouais, mais quand il est par terre et qu'il bouge plus, comment ça se fait que tous les copains lui sautent dessus à pieds joints sur un crâne? Qui est-ce qui a oublié de leur dire ça, les copains? Dites-nous, parce qu'on a besoin de savoir. Les parents. Arrêtons-nous simplement, c'est la base. C'est pas l'école qui doit faire ça en fait, c'est les parents en fait. Les parents doivent dire et poser des cadres et dire attention là, c'est pas bien là, ce que tu as fait, c'est pas bien. Je donne un exemple flagrant dans mon livre, je crois que je l'explique plein de fois, où je dis quand on rentre dans une chambre d'un gamin qui a 15 ans et qu'on y trouve une hache, qu'on y trouve un katana et un sabre aiguisé, est-ce que c'est normal? Quel parent fait ça? Qui fait ça en fait dans l'éducation?
C'est la police qui rentre et qui trouve des armes de guerre, des haches, des katanas aiguisés dans une chambre d'un enfant de 15 ans. Bah, on a eu d'ailleurs le meurtre du jeune Elias là, à Paris il y a quelques semaines. Il a pris un coup de machette. C'est ça le détail. Deux mineurs qui voulaient s'emporter. Quand ils sont rentrés dans leur chambre, ils ont vu que les armes étaient dans la chambre du gamin. Moi, dans ce cas-là, d'accord, il faut aller voir le gamin. Mais il faut peut-être aller voir les parents, bordel. Il faut peut-être dire « Bonjour monsieur, vous allez venir avec moi, on va discuter. Bonjour madame, on va venir avec moi et on va discuter. » Parce que là, il y a des comptes à rendre. Tout le monde a des comptes à rendre. Plus il y a des gens qui prennent des coups de couteau, plus il y a des gens qui meurent des jeunes qui meurent dans des situations dramatiques, plus il y a des gens qui deviennent convaincus qu'il se passe quelque chose. Vous pensez qu'il y a une prise de conscience justement de l'insécurité qui augmente Il y a juste à comprendre les médias qui sont en train de cartonner en ce moment. Pour qu'il y a quand même plein de gens qui prennent conscience. Alors ça gêne l'extrême gauche, ils ne comprennent pas. Je pense que si CNews est en train d'être en flèche vers le haut, il n'y a pas de secret, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent et que d'un coup ils sont passés de TF1 à CNews. Ils sont passés de CNews à CNews parce qu'ils ont compris que... Il y a quelqu'un qui l'a dit il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est David Pujadas. Il a dit une phrase géniale, mais il a dit, vous savez, on ne va pas inverser les rôles, c'est que s'il y a de plus en plus de médias dits de droite qui fonctionnent, c'est pas parce que les médias de droite convainc des nouvelles personnes, c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes convaincues qu'il y a un problème, ils se tournent vers les médias de droite. Ça marche dans l'autre sens. Hein. Faut pas croire que quand les gens n'aiment pas ou quand les gens n'y croient pas, ils y vont pas. Hein. Quelqu'un qui n'aime pas une Clio, il achète pas une Clio. Et là, les gens se retrouvent dans des discours, ça va paraître bizarre, mais pourquoi TPMP cartonne ? Parce qu'en fait, à un moment donné, il a changé son discours, Cyril Hanouna. Entre le discours de 2017-2018 et le discours 2025, c'est plus du tout le même homme. Alors on peut le critiquer, on peut dire il fait des trucs pas bien, machin, comme on peut me critiquer, mais en attendant, dans son discours général, et quand il parle de sécurité, des problèmes que vit le pays, je suis désolé, mais il a changé grave son discours. Et pourquoi ? Il a pris conscience. Il ne sait pas pourquoi, mais moi je sais pourquoi il a changé de discours. J'ai compris pourquoi en fait. Parce qu'il a des enfants, et il y tient. Et tous les humains normaux tiennent à leurs enfants. Pourquoi ? On ne veut pas disparaître. On crée de génération en génération. On fait des enfants pour avoir d'autres enfants. On veut toujours exister. Mais si nos enfants y meurent, on disparaît. Cyril Hanouna, il est comme tous les parents normaux. Ils veulent que leurs enfants vivent dans un endroit sécurisé. Il ne veut pas que ses enfants se fassent agresser dès qu'ils sortent de l'école. C'est humain. Est-ce que vous pensez, parce que là vous parlez de la population en général, mais est-ce que les responsables politiques ont aussi pris conscience de l'ampleur du phénomène ? On se souvient qu'il y a quelques années, on avait par exemple le garde des Sceaux de l'époque qui nous parlait d'un sentiment d'insécurité. C'est un truc de dingue, un sentiment d'insécurité. Quand il y a sentiment, il y a réalité. Nourri par les discours populistes et l'extrême droite. Oui, bien sûr, évidemment, l'extrême droite. L'extrême droite. De toute façon, dès qu'on parle de sécurité, on est de l'extrême droite. C'est systématique aujourd'hui. Il n'y a même plus de discours possible. Je crois sincèrement que là, il va y avoir un changement. Il y a des hommes politiques qui sont en train de sortir du lot et qui sont en train de se rendre compte qu'on a quand même un vrai problème. Et moi, encore une fois, je le redis là et je profite de ce média pour le dire parce que comme vous me laissez beaucoup de temps, ça me permet d'avoir la chance de parler longtemps. Je déteste les interviews qui durent 2 minutes où on n'a pas le temps de s'exprimer et de dire vraiment les choses. Et donc tout est transformé. C'est comme quand des jeunes d'extrême gauche prennent 25 secondes d'une vidéo sur 2 heures d'intervention. C'est pareil, en fait, c'est pareil. Ça ne veut rien dire. Là, je commence à voir, j'ai l'impression qu'il y a des hommes politiques ou des femmes qui vont peut-être réagir et qui vont se dire qu'il faut peut-être qu'on trouve des solutions parce que là, ce qui se passe dans ce pays, ça devient grave. Et que même si ça va déranger une minorité, il y aura toujours des gens qui diront et qui feront des manifs « c'est pas bien, c'est pas bien ». Oui, mais comme dans tous les clans, ça a toujours existé. Mais la majorité doit constamment l'emporter. Sinon, c'est le chaos. Sinon, c'est l'anarchie. Et dans une place humaine avec des clans, on doit accepter que la majorité est celle qui avance dans le bon sens. Pour vous, finalement, aujourd'hui, on paye aussi le déni justement de la réalité et puis les renoncements successifs des gens qui ont été au pouvoir ces dernières décennies. On paye le fait d'avoir écouté une minorité de gens. En fait, il y a une minorité qui a réussi à s'imposer
dans un système vraiment, que ce soit d'État, politique, c'est pourtant pas la majorité, mais c'est eux qui ont fini par décider. Et c'est ça qui est grave dans notre solution actuelle, dans notre état du pays. En fait, c'est qu'on peut tous s'en rendre compte, une minorité décide pour tous ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec eux. Cette minorité, elle est élue aussi, enfin, si on parle du chef de l'État, des députés... Alors, je vais continuer avec vous. C'est faux. Ceux qui décident, nos députés, ils décident de quoi aujourd'hui? Absolument rien. Ils font des amendements, ils font les foufous sur Internet, ils font des posts Twitter. Mais en réalité, quand les administrations, quand le Conseil d'État, par exemple, décide de dire non, je sais combien ils sont au Conseil d'État, déjà je ne me rappelle plus. Je ne sais plus, c'est 9, c'est 7, je ne sais plus à combien ils sont, il faudrait vérifier. Ah, le Conseil constitutionnel. Ouais, le Conseil constitutionnel, ils sont 9, pardon. Ouais. Ils sont combien? 9. Ils sont 9, excusez-moi, je ne me rappelais plus. On a 9 personnes qui décident pour tout un peuple qui ne l'a pas élu. Voilà où on en est aujourd'hui. La vérité de notre pays, elle est là. Si quelqu'un pense le contraire, bah, qu'il le dise, parce que qu'il m'apporte des preuves que c'est faux. Tout ce qui a été mis en place, même pour essayer de changer des choses, quand eux, ils s'en mêlent, ils pètent tout. Et ce qu'on appelle le gouvernement des juges, finalement... Ils ne sont pas élus. C'est entre eux qui se sont organisés, mais ils sont super bien organisés, parce que si vous regardez à toutes les échelles de ceux qui décident pour nous, ce sont que des gens qui n'ont pas été élus, mais qui décident vraiment, je vous parle. Ceux qui signent les papiers, qui sont là, qu'on ne voit même pas, dont certains on ne sait même pas d'où ils sortent, ils signent les papiers, ils disent non, non, on ne va pas faire comme ils ont décidé. Ah, ils en ont marre, c'est pas grave, on va dire qu'on n'est pas d'accord quand même. Dans leur petit monde à eux, tout va bien, leur vie va bien. Je regardais des beaux appartements et tout partout dans le coin. Je me disais, bah, eux, ils vivent là, c'est normal en fait. C'est normal que pour eux, tout va bien. Et c'est normal que la campagne, les ruraux, ils en ont ras-le-bol et qu'à un moment donné, on voit bien qu'il y a eu un problème quand l'année dernière, quand il y a eu le premier passage pour les... quand il a fallu aller voter. Les législatives. Les législatives, et qu'on a vu le premier passage, et qu'on a vu l'état de la France et de la vie politique des Français. Là, quand même, personne ne peut le nier, bordel. Personne ne peut nier qu'il y a eu... Quand on regardait la couleur de la France, elle s'était totalement droitisée. Mais presque. Ah, au premier tour, ouais. Au premier tour, je parle. Et que le seul moyen, parce que là, ils s'en sont tous rendus compte, hein, tous les députés ont dit, putain, on va tous sauter. Bah, sauf ceux de droite, mais on va tous sauter. Bah, ils ont fait quoi? Ils ont créé des alliances, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient morts. Le Front républicain. Bah oui, ils ont compris qu'ils étaient morts. Donc plutôt que de reconnaître et de dire, bon là, la grande majorité des Français en ont marre, il faut qu'on aille dans leur sens et qu'on les comprenne, parce qu'ils vont mal en fait. Nos agriculteurs, bordel, nos agriculteurs, on fait quoi là? Nos agriculteurs là, sont tous en train de crever là. Ils n'ont plus rien. Et quand ils ont 500 € de salaire à la fin du mois, c'est jackpot. Il n'y a pas un problème là? Les mecs, ils se lèvent à 4 h du matin, ils travaillent jusqu'à 23 h du soir. Mais ils sont pas bien ou quoi? C'est quoi ce pays là? Ils sont cinglés les gens. C'est à un moment donné ceux qui décident là, mais aidons ceux qui sont là pour faire avancer notre pays et soutenir le clan, les agriculteurs, bordel. Je parle rarement d'eux sur les réseaux sociaux, c'est peut-être une grande première, mais je suis désolé, mais ils nous filent à bouffer là. Hein. Ils nous filent à bouffer. Hein. À un moment donné, il va peut-être falloir arrêter d'aller chercher la bouffe chez des gens qui ne contrôlent rien et de nous faire bouffer comme de la merde et de laisser nos agriculteurs en train de mourir les uns après les autres. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Et on leur donne quoi? Ah, rien. Ils font des manifs, les pauvres. En plus, ils essayent d'être le plus correct possible. Ils essayent d'emmerder le moins de monde possible dans leurs manifs, ce qui fait que personne les calcule, personne les regarde. Et eux, pendant ce temps-là, une fois qu'ils ont fini leur manif, ils font quoi? Ils vont ramener leurs vaches dans leur grange. D'ailleurs, il y a un parallèle aussi avec ce qui se passe dans la police, qu'il y a beaucoup de suicides parmi les agriculteurs, et il y en a beaucoup aussi parmi les policiers et les gendarmes. Tous les corps de métier qui font vivre notre pays sont en train d'être déglingués. L'hôpital, encore une fois, je ne vous parle pas des chefs. Hein. L'hôpital, c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe incroyable. Tout le monde s'en fout. Moi, j'ai la malchance d'avoir connu l'hôpital dans des situations compliquées à 2 reprises. La première pour la maman de ma femme, qui a vécu une fin de vie compliquée, et la deuxième pour mon papa, qui est gravement malade. Non, mais à l'hôpital, mais les pauvres, ils n'ont rien, et ils doivent faire les pires trucs pour sauver les gens. Mais ils n'ont rien, on leur laisse rien.
Tout est déglingué. Et en plus de ça, quand il y a une infirmière qui vient à la maison pour aider le papa de ma femme, tous les soirs, la pauvre, elle est payée 6 balles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Et ces gens-là, ils sont là, ils sont petits soins, ils sont gentils, ils mettent les chaussons, ils enlèvent les chaussettes. Mais moi, ces gens-là, j'ai envie de les payer 5 000 par mois, moi. Vraiment. J'ai envie de les payer 5 000. Ça choque les gens. Bah, j'ai peut-être envie de donner un petit peu moins à ceux qui sont cachés dans des bureaux et qui gagnent des sommes très très confortables et de dire, il faut peut-être payer ceux qui partent à 5h30 du matin ou 6h pour aller voir tous nos petits vieux qui sont en train de mourir chez eux, parce que les pauvres c'est un peu compliqué entre leur petite retraite et puis leurs petits endroits, ils n'osent même plus sortir dans la rue les pauvres, parce que s'ils sortent dans la rue en plus ils sont agressés. Et puis ben, on a nos infirmières qui viennent avec un courage incroyable, d'une gentillesse incroyable, et eux ben, quand ils gagnent 1 300 €, ouais, on a gagné. Non mais putain, mais c'est quoi ce pays là? Je pourrais vous dire ça surtout, et on va venir aux policiers. Bah après d'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que finalement on est quand même un pays où il y a énormément de prélèvements obligatoires. Peut-être le pays où il y a le plus d'impôts et de taxes au monde. C'est pas peut-être, hein. On est les champions du monde. C'est pas peut-être, tout le monde le sait, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on est les champions du monde des impôts. Et pourtant, comme vous le dites, il y a une dégradation, en tout cas il y a une perception d'une dégradation des services publics par beaucoup de Français, hein, que ce soit l'hôpital, l'école. Perception. Vous n'êtes pas loin du sentiment là. Il y a un sentiment d'insécurité, sentiment de submersion aussi. C'est un mot qui est à la mode. Voilà, et donc c'est pas une perception, c'est compliqué. Il n'y a pas de perception, il n'y a pas de sentiment, c'est juste la réalité des gens. Ouais. Et que les policiers, mais putain, quel courage. Alors, il n'y a plus personne qui veut être policier, hein. Vous avez vu, il n'y a plus personne qui va s'engager dans la police, dans la gendarmerie, c'est catastrophique. Ils n'ont jamais eu si peu de monde à venir aux tests et au concours. C'est dramatique. Du coup, ils font quoi? Ils prennent tout le monde. Oui, ils ont baissé le niveau d'exigence de manière drastique. Ouais. Bah, ils n'ont pas le choix. Il n'y a plus personne à y aller. Les jeunes ne veulent plus y aller, ça les fait plus rêver. Mais en même temps, quand on voit ce qui leur arrive aux policiers, mais je comprends. Moi, avant, les parents, moi, ma mère, quand je suis allé lui dire je vais faire mon service militaire dans la police et si ça se passe bien, que j'aime bien, je vais rester. Mais ma mère, c'était le Graal. Elle se dit ah, mon fils policier, c'est génial. Mais tous les parents de ma génération rêvaient que leur fils soit, leur enfant, quoi, soit policier, gendarme, pompier. Pompiers en France, vous voulez être pompier là en France là? Non mais attendez, pompiers, ils sont payés comme des moins que rien, ils interviennent dans des endroits, ils se font caillassés, ils sont attaqués, les pauvres gars, ils viennent sauver des gens, et en plus ils sont attaqués, mais je le dis dans le livre, ça, à un moment donné j'en parle de ça, mais tout a commencé quand on a accepté que nos pompiers se fassent caillasser dans les quartiers. Tout a commencé là. Comment on a pu accepter dans un pays comme la France, que oh bah ouais, nos pompiers se sont fait caillasser. Ah bon? Mais qui a... Moi, donnez-moi les noms des mecs qui ont caillassé les gens qui viennent nous sauver. Il y a dans une religion, il y a un précepte important: qui sauve une vie sauve l'humanité. Les gens chercheront quelle religion, comme ça va les énerver certains dans les commentaires. Qui sauve une vie sauve l'humanité. Bordel, les pompiers. Bordel! Mais quand ils arrivent dans des quartiers, mais ouvrez-leur la voie, enlevez vos caddies avec la drogue, enlevez-les, laissez passer les gens qui vont sauver vos mères. D'autant que vous le dites dans le livre, il y a aussi une forme de 2 poids 2 mesures, puisque quand les pompiers ou les policiers se font agresser justement dans les quartiers qu'on appelle les zones de non-droit, ça n'émeut pas forcément grand monde. A contrario, quand il y a une bavure policière ou un soupçon de bavure policière, là ça fait quand même beaucoup de bruit, et puis les policiers sont un peu livrés à la vindicte populaire très très rapidement. Vous parlez d'ailleurs de ce qui s'est passé avec le jeune Naël Merzouk en 2023. Hein. Qui était dans la rue pour foutre le bordel? Vous croyez que c'est le campagnard? On parlait de Guémené Penfao tout à l'heure. Vous croyez que c'est les campagnards de Guémené Penfao? Campagnard, c'est pas péjoratif. Hein. Moi, je suis un campagnard à la base. Hein. D'accord? J'ai toujours été en campagne à la base. Ça fait que 10 ans que je suis en ville. Ben non, mais les campagnards, ils vont pas dans la rue quand malheureusement le jeune Naël est décédé, a été tué par un policier. Les gens vont pas dans la rue. Les gens normaux qui évidemment que tout le monde est. Mais moi le premier, je me dis putain. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut s'inquiéter pourquoi on en vient à avoir un policier qui se retrouve obligé de tirer dans un jeune, quoi, dans un gamin. Je ne sais plus quel âge il avait, Naël, mais... 17 ans, je crois. Ouais, 17 ans. Mais c'est dramatique. Il n'y a pas plus de drame dans la vie d'un policier que de tirer sur un jeune. Vous avez vu de quoi on l'accuse, là? C'est le procureur, je crois, qui a dit... le parquet, là, veut le renvoyer aux assises pour meurtre. Ouais. Pour meurtre.
Mais c'est un abandon total de tous nos policiers de France, là. C'est un message, mais c'est inadmissible, inadmissible. Et vous croyez quoi? Vous croyez que la majorité de notre clan, quand je dis notre clan, vous savez, je parle toujours comme ça pour que les gens comprennent, mais pour pas dire la majorité des Français, vous croyez qu'ils sont d'accord avec le message passé? Mais les gens normaux ne sont pas d'accord. Il y a toujours une minorité qui va dire « Ouais, l'extrême gauche, oui, super ». Il y a toujours eu ces gens-là, ils ont toujours existé. Mais arrêtons de leur donner plus d'importance qu'ils n'ont. En fait, c'est juste une minorité. Ils ne sont pas d'accord, c'est pas grave. C'est grave ce qui vient de passer, on est d'accord. Le jeune Maël n'aurait jamais dû mourir dans ces circonstances-là. Mais tout le monde est d'accord avec ça. Le policier lui-même, mais évidemment qui dit ça. Évidemment. J'en doute pas une seconde. Mais en même temps, pourquoi on en est arrivé à ça? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que n'y a pas eu des gens qui ont failli avant, là, avant que le policier se retrouve à être obligé d'arrêter un type qui roulait comme un dingue avec sa bagnole, qui a failli écraser, je crois, 2 cyclistes et un passant avec une voiture. Enfin, il n'avait pas de permis, il avait pas de. Enfin, tout est dans le rouge, et celui qu'on pointe du doigt, c'est le policier. Et tout est dans le rouge. Quand on parle de l'individu, tout est dans le rouge. Ah bon, c'est le policier qui a en tort, mais le policier, c'est le pauvre gars qui se retrouve au bout de la chaîne et qui, lui, est obligé de stopper un type qui va peut-être tuer un mec 100 mètres plus loin avec sa bagnole. Voilà le drame. Alors c'est dramatique pour tout le monde. C'est dramatique pour la famille Anaël, mais c'est dramatique pour la famille du policier. Et tant que les gens ne vont pas avoir cette intelligence et de comprendre ça, eh ben, c'est compliqué, ça va mal finir. Voilà. Je le redis, ça va mal finir. Vous parlez d'ailleurs dans votre livre de la minute de silence qu'il y avait eu à l'Assemblée nationale, justement après le décès de Naël. Et vous dites que pour vous, cette minute de silence, elle a constitué une humiliation pour la République, un blanc-seing donné à tous ceux qui vivent hors des règles de la société et dont le comportement gangrène la vie des plus paisibles. Les policiers, c'est quoi? Un policier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille pour l'État, qui est payé par nos impôts, et dont son rôle essentiel, c'est la sécurité publique. C'est son rôle essentiel. On lui a rajouté évidemment les amendes et tout ça, parce qu'il faut faire tourner le business quand même un petit peu. Mais la base essentielle de ces gens-là, gendarmes, policiers, sont là pour nous protéger, sont là pour nous aider en cas de problème. Quand ceux qui payent, quand ceux qui décident, les députés, ceux qu'on a élus, commencent à ne pas être du côté de ceux qui sont censés nous protéger, alors on a un problème avec nos élus, on a un problème avec notre élite, avec ceux qui sont en haut. Moi, j'ai un bon exemple là actuel, pour ma part. J'aime bien les exemples, je trouve que c'est mieux. Je vis une situation un peu bizarre, c'est ce week-end, il y a eu une free party derrière l'établissement, on a appelé la police est intervenue, ils ont évacué comme ils ont pu les gens qui étaient dans la free party, et les gens en sortant de leur fête nous ont attaqué nous. Et nous c'était plus facile, on n'avait pas de policiers avec nous, les policiers étaient de l'autre côté. Évidemment on ne s'est pas laissé faire, évidemment on s'est bataillé, on a fait ce qu'il fallait faire pour protéger nos clients et sauver l'entreprise, pour pas que les gens arrivent à rentrer à l'intérieur et cassent tout. Je suis un chef de mon équipe. Dans mon équipe, j'ai 3 vidéos qui circulent sur 1h30 où il y en a un qui a plaqué un mec au sol et comme il se faisait mordre le doigt, à se faire arracher le doigt, il a secoué la tête du gars pour qu'il lâche. Et il y en a un autre qui a gazé une demoiselle parce que la demoiselle était revenue 3 fois avant, elle avait balancé une bouteille de verre et qu'à la fin il en a eu ras-le-bol et pour pas qu'elle revienne, il s'est dit je vais la gazer, elle va plus rien voir, elle va pas revenir. Elle n'est pas revenue, hein. Mais au moins elle n'a pas gazé. Alors oui, ça choque. Bah oui, mais on n'est pas des gens des forces. Nous, on n'est pas des gens qui sont formés pour gérer des mouvements de foule de 200 personnes. Pour faire ce qu'on a fait à 6, il faut une brigade de CRS. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire ce qu'on a fait à 6, avec des boucliers et des casques. D'accord. Je suis un chef. On m'appelle le Jarl. Eh ben moi, je suis derrière mon équipe. Et quand bien même si j'estime que peut-être qu'il y en a un qui n'aurait pas dû faire ça, peut-être pas comme ça, on peut toujours refaire le film après. Eh ben, je ne vais pas faire une minute de silence pour la demoiselle qui a pris le gaz. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis derrière mon équipe et je leur dis, vous avez tous bien fait, vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez, vous avez sauvé les clients et en plus vous avez blessé personne ni les gens en face. Voilà. Eh ben, quand nos députés font une minute de silence pour le jeune Naël, et quand bien même c'est dramatique ce qui lui est arrivé,
À cet instant, ils ne sont plus du côté de ceux qui sont censés protéger le peuple. C'est dramatique l'image qu'on donne. Quand les juges, qui sont censés nous aider, censés nous protéger, censés protéger les gens qui galèrent, qui sont agressés, les victimes, commencent à être contre ceux qui sont censés nous protéger, alors ça veut dire qu'il faut tout refaire. Ça veut dire que la protection du clan et donc du groupe majoritaire qui veut vivre dans un environnement sécurisé, ça veut dire que ceux qui décident pour le groupe doivent changer. Parce qu'ils mettent le groupe en danger. Donc là, on n'en est plus à rien d'autre que ça, en vrai. Il faut vite que ça change. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui dise « on va tout refaire à zéro ». Ça va piquer un peu, mais on va tout refaire à zéro. Et alors, vous côtoyez évidemment les policiers dans le cadre de votre activité chaque semaine. Je crois que vous avez aussi eu des relations avec la gendarmerie ces dernières années, à qui vous avez enseigné notamment, je crois, quelques techniques de MMA. Quel est un peu est-ce que vous avez des retours de terrain? Quel est un peu l'état d'esprit parmi policiers, gendarmes face à la situation? Il n'y a pas une journée, ça je vous le dis, il n'y a pas une journée où je ne reçois pas des messages sur les réseaux sociaux de gendarmes, de policiers qui n'en peuvent plus. Et il n'y a pas une fois où je ne croise pas. À Rennes, les policiers de terrain, je suis bien avec eux, moi j'ai aucun problème avec eux. En fait, je les comprends. Donc, et eux, il n'y a pas, c'est constamment leur message et on n'en peut plus. On en a ras-le-bol, on ne peut rien faire. On est constamment sur le qui-vive. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, mais je le redis. Ils ont trois problèmes. En fait, ils ont trois épées au-dessus de la tête dès qu'ils interviennent. La première, évidemment, la délinquance. Le délinquant lui-même. C'est la première épée. Ils doivent intervenir sur des individus qui sont potentiellement dangereux et qui n'en ont rien à foutre de traîner un policier sur 30 mètres ou 40 mètres parce que de toute façon, ils vont prendre du TIG. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Voilà. Premier problème. Deuxième problème, ils ont quoi? Ils ont leur hiérarchie. Ceux qui sont juste au-dessus d'eux, dans les bureaux, leurs chefs, qui ne sont pas dehors, mais qui leur disent comment faire. Parce que tous les chefs sont politisés. Ils ont des carrières à tenir. Et eux, leur carrière, elle ne fonctionne que comment? Mouvement politique, chaque changement. On passe d'un bureau à un autre, parce qu'en fait, c'est une organisation qui est encore très bien faite pour eux, où s'il n'y a pas de vague, c'est plutôt pas mal pour leur image. Et ça, ils ont des bons points. C'est un peu comme dans l'éducation nationale, finalement. Mais c'est pareil. C'est ce que j'arrête pas de dire, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui décident sont ceux qui sont minoritaires, qui ne sont même pas décidés par le peuple, et qui finalement font l'état du pays. Voilà, et j'en étais où? Je vous avais parlé de la deuxième, et puis la troisième, évidemment, après, c'est la justice. C'est-à-dire que... Et en plus, ils ont la justice qui leur tombe dessus. C'est-à-dire qu'en fait, eux, là, aujourd'hui, on leur dit quoi? Bonne chance. Hein. Parce que quand vous y allez, les gars, il n'y a personne avec vous. Absolument personne. Votre hiérarchie, elle n'est pas avec vous. Vous mettez une claque, vous êtes viré. J'ai un exemple concret, je ne vais pas trop donner les détails, mais j'ai un exemple concret de quelqu'un de très important qui vient de se faire virer de son service quelque part en France parce qu'il a mis une claque à un type qui a foncé sur son équipe en bagnole. Il a failli tuer ses copains gendarmes, d'accord? Son clan. Évidemment, il était un peu énervé. Donc il a mis 2 claques au gars en le sortant de la voiture. Le résultat est, plutôt que de lui mettre une médaille, parce que ça choque les claques, mais bordel, mais il a mis 2 claques. Le gars n'a même pas porté plainte. Ils l'ont éjecté de son service. Ça, je vous parle de ça il y a 15 jours. C'est un copain. C'est dramatique pour lui et c'est dégueulasse. Je le dis, c'est dégueulasse. Le mec, il voue sa vie à un système, à la gendarmerie, et à un moment, il dit « Ah, vous avez mis 2 claques. » Mais putain, mais vous êtes pas bien ou quoi? Vous êtes pas bien ou quoi? Le type a foncé sur le groupe. Vous êtes pas bien, quoi. Vous donnez d'ailleurs aussi l'exemple de Malik dans votre livre, qui est un peu dans la même veine. Malik, c'est un merveilleux exemple, et en même temps, il finit bien. Parce que c'est un policier qui m'a contacté, qui était dans le désarroi, au bord du suicide, le gars. Et il a vu en moi quelqu'un qui était plutôt positif et qui espérait dans le futur. Et dans mon espérance, je lui ai dit, ne te laisse pas faire et vas-y, va au tribunal et bats-toi parce que tu es un gars bien, tu as donné ta vie aussi pour la police et ne te laisse pas faire. Pour une bêtise, ne te laisse pas faire. Parce que c'était une bêtise, ce qui lui est arrivé, je l'explique dans le livre, donc les gens qui sont intéressés par son histoire liront le livre. C'est bien de comprendre sa vie et son histoire à ce policier. Un policier qui a été accusé de violence policière sur un multirécidiviste. Sur un multirécidiviste parce que le gars, il déconnait dans sa cellule, bref. Il finit par perdre son boulot, il est mis à l'écart, tout le monde lui crache dessus, même ses collègues et tout, enfin, catastrophique.
il perd sa femme, enfin tout le monde s'en va, enfin, tout le monde le quitte. Après 18 ans, je crois, de service dans la police. Hein. Ouais, puis dans des services importants quand même, pas dans les petits services. Hein. Il a fait la BAC, on parle de quelqu'un qui est d'ailleurs même 1 ou 2 ans avant, je crois, récompensé parce qu'il a sauvé un type qui a failli mourir. Enfin, le type, toutes les cases étaient dans le vert, quoi. Et à un moment donné, on fait comment pour remercier ces gens-là? Le moindre truc qui déconne, t'es viré. Mais ils sont sérieux ou quoi? C'est quoi ce pays où à un moment donné on met une croix sur des types parce que ah ouais mais attendez le gars là il a été un peu violent là. Alors on peut mettre des punitions, on peut dire quand ça n'a pas été bien, mais les gens restent des humains. À un moment donné la faute humaine, bah ouais personne n'est parfait, il a pété un câble un soir, pété à 3h du matin même je crois, donc c'est même pas un soir, en pleine nuit parce qu'il n'en pouvait plus, il enchaînait les nuits. Le gars c'était un mec violent, il tabassait tout le monde. Excusez-le, il a eu un soir il a flanché, excusez-le. Alors engueulez-le. Une petite mise à pied en rappel des règles, c'est normal. Si le gars porte plainte, bah, tu payes. S'il a des frais médicaux, c'est normal. Ok, mais c'est son métier quand même. C'est sa vie, sa famille, ses enfants, ses amis. Mais vous n'êtes pas bien ou quoi? Alors engueulez-le, mais on ne lâche pas ces hommes. On ne lâche pas ces hommes. C'est important ça. Et quand un pays commence à lâcher ses hommes, je dis quoi encore? Bah, ça va mal finir. D'autant que vous utilisez aussi l'expression, je crois, d'un État fort avec les faibles et faible avec les forts, puisque là, ça cadre aussi un peu avec l'exemple qu'on donnait. C'est-à-dire que les agresseurs, les délinquants multirécidivistes ne passent pas un jour en prison. Et par contre, quand vous faites un excès de vitesse ou voilà, vous dérapez en prenant l'exemple de Malik, là, on vous tombe dessus tout de suite. Alors, on vous tombe dessus. Ouais, ouais, bah oui. C'est quoi la question? Je n'ai pas compris la question, je suis désolé. L'État fort avec les faibles, oui, parce que j'étais resté sur Malik, désolé. Bah ça répond exactement à ce que vous venez de me dire et à ce qu'on vient d'expliquer. Pourquoi l'État devient fort avec les faibles et faible avec les forts? C'est que c'est beaucoup plus facile pour les policiers aujourd'hui, et beaucoup moins risqué, d'aller se mettre à un stop et de vérifier tous ceux qui loupent le stop, de mettre une amende, d'accord? Que de rentrer dans un quartier, de choper des mecs qui dealent, que ça dégénère, que les types commencent à sortir des armes et à vouloir se battre avec les policiers, parce que de toute façon, je le dis là pour ceux qui ne savent pas, mais dès qu'un policier utilise la gazeuse, il doit rendre des comptes de malade, et en grande partie, très souvent, il n'arrive même pas à expliquer pourquoi il a utilisé la gazeuse, parce que c'est considéré comme « bon, t'aurais pu éviter ». On en est à ça. Donc, évidemment que même pour les policiers aujourd'hui, s'ils ne veulent pas s'embrouiller ou avoir de problème, vaut mieux qu'ils prennent leur bagnole, qu'ils évitent les endroits de merde, parce que de toute façon, sinon ils perdent leur boulot, parce que leur chef ne les soutient plus, et que vaut mieux mettre, c'est un exemple que je donne dans le livre, mais vaut mieux mettre, on avait eu ça un jour, 30 policiers à 7h du matin à Rennes, quelques jours après une fusillade, à Rennes, La bonne idée était... Les grands chefs, la grande hiérarchie, c'était de dire on va faire un gros contrôle de vélo à 7h du matin pour vérifier si tout est top. Et là, il y a 30 policiers dans le centre de Rennes, c'est une histoire vraie, hein, je peux vous payer. Après une fusillade liée au trafic de drogue? C'était une semaine, 15 jours après, il y avait eu un type qui s'était fait... il y avait une fusillade dans un des quartiers, et pour eux, l'urgence, c'était... et puis en plus, ils ont communiqué. Je crois que c'était le pire. En fait, à la limite qu'ils le fassent, puis qu'à part ceux qui se sont fait contrôler, ça... Non! Tous les journaux ont eu la formation. Tous. Alors, ce n'est pas les gendarmes c'est pas les policiers de terrain qui font ça. Hein. C'est les grands chefs qui communiquent. Regardez ce qu'on fait. Résultat, il y a eu une vingtaine d'amendes pour des lumières qui clignotaient alors qu'elles n'avaient pas le droit de clignoter. Un type qui avait des pneus lisses. Enfin, vous voyez, c'est pas une blague. Hein. C'est des PV de dingue. Et les gars, la plupart, allaient tous au boulot. En vélo. Alors, j'ai dit aux gens, c'est pas bien d'avoir un vélo qui est mal éclairé, c'est vrai, c'est dangereux. Ok, c'est dangereux. Attendez, baissez la tête, il y a quelqu'un qui tire là-bas. Oui, voilà, c'est Rennes. Baissez la tête, il y a quelqu'un qui tire. Voilà. Ouais, mais par contre, je vais te mettre une amende parce que là, la lumière rouge, elle clignote, c'est interdit. Elle doit être fixe. D'ailleurs, dans votre livre, il y a un policier dont vous relayez le témoignage et qui lui évoque carrément la formation de milices privées d'ici une dizaine d'années si rien n'est fait entre-temps pour résorber l'insécurité. Vous avez vu ce qui se passe dans une ville de France, dans le bas de la France, la semaine dernière, il y a un maire qui a décidé que pour gérer la sécurité du quartier, ils ont pris une société de gardiennage sécurité privée. On y est. Ben voilà, on y est. Alors ça c'était même inimaginable parce que quand j'ai lu ça la semaine dernière, je me suis dit, ah bah ça y est,
Alors c'est même plus la municipale, la police municipale, c'est plus la nationale. On dit on va mettre des agents de sécurité privés à gérer certains endroits de quartier qui sont chauds. On en est à ça. Ah bon, d'accord. Alors, très bonne initiative, hein. Bah oui, il faut faire quelque chose parce qu'il faut répondre à un problème. Mais en fait, pourquoi on en est à ça en fait? Pourquoi à un moment donné, un maire s'est dit, bah là, il n'y a pas le choix, il faut mettre une boîte privée pour aller gérer ça là. Pourquoi en fait? Moi, c'est ça qui m'intéresse. La police municipale ne peut pas le faire. La police nationale ne peut pas le faire. Pourquoi? Bah répondez, les gens dans les réponses, là, allez-y, mettez des réponses, je vais les lire avec plaisir. Est-ce que d'ailleurs il y a des profils qui sont plus susceptibles de causer des problèmes que d'autres parmi les différentes communautés qui fréquentent votre discothèque? Dès qu'on travaille en clan, dès qu'on se réunit en clan, en groupe, c'est compliqué. Dès qu'on laisse un groupe faire absolument tout ce qu'il veut sans qu'il y ait de représailles réelles de la justice ou en tout cas de mise à l'écart, systématiquement, on a des situations qui se compliquent. Alors j'avais choqué il y a 2-3 ans en disant oui, effectivement, les recalages, parfois c'est très compliqué, par exemple avec les Maghrébins et les pays de l'Est, dont je suis issu, je le rappelle. Et là, j'ai eu toute l'extrême gauche, c'est dégueulasse de dire ça, voilà. Mais dans le livre, je dis une phrase importante à un moment donné, c'est quand je suis arrivé dans le milieu de la nuit à 30 ans, la première chose qu'on m'a dit, c'est attention, quand il y a des groupes de Maghrébins, il faut faire gaffe quand tu les fais rentrer, surtout tu attends, tu vérifies bien qu'ils vont venir pour de bonnes conditions. Et moi, j'avais un petit peu plus de 20 ans, 21 ans, et je me dis, la première chose qu'on me dit, c'est ça. Dans ma formation, c'est ça. Mais pourquoi on me dit ça? Parce que moi, si vous voulez, Renaud, Léo Ferré, Brassens, c'était ça, moi, ma vie, ma jeune vie. Je dis, pourquoi ils en veulent tant aux Maghrébins, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et puis l'expérience a fait que très vite, j'ai dit, bah ouais, ils ont raison, en fait, ça se complique quand c'est eux. Pourquoi ça se complique quand c'est eux? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils s'énervent? Pourquoi direct, ils veulent en venir aux mains? Ils veulent aller chercher des armes dans leur voiture? Voilà, pourquoi? C'est ça qui compte. C'est pas de dire, ouais, j'aime pas ce discours. Je le vois des fois dans les commentaires, les Arabes, ils se tiennent mal, les machins. Mais, la résultante, c'est de savoir, se dire, pourquoi, bordel? Pourquoi il y a ça? Et après, on trouve des solutions. Dans l'établissement où je suis, moi, les Rebeux et les Renois, ils rentrent. Hein. D'ailleurs, on est un des clubs les plus multiculturels de Rennes. On a une salle hip-hop. Une salle hip-hop, vous rentrez dans la salle, vous vous dites, waouh, il n'y a que des Rebeux et des Renois presque. Bah oui, c'est leur style de musique, ils adorent. Qu'est-ce que je vous dise? Bah moi, ils se tiennent bien. Mais ils se tiennent bien pourquoi? C'est qu'ils ont compris qu'en fait, bah, y avait des règles. Et qu'il ne fallait pas entrepasser les règles. S'ils acceptent ça, pour vivre ensemble, ça fonctionne super bien. Vraiment, ça fonctionne bien. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas simple hein, comme choix à faire. Ceux qui sont à l'intérieur, j'ai 1000 clients qui se tiennent bien. Si j'ai un fou furieux qui a décidé de tabasser du monde, on le met dehors. On s'est juste trompé de sélection à la frontière. Je compare souvent une discothèque à un pays. La frontière, c'est l'entrée. On s'est juste trompé de sélection. Ça peut arriver. Ça aussi, c'est humain. Merde, lui, on n'a pas senti qu'il allait être comme ça. C'est pas grave. La chose, par contre, c'est qu'une fois qu'on a vu, on ne reproduit pas la même erreur. On lui dit fermement, tu ne pourras jamais plus revenir chez nous. Voilà. Et en fonction des problèmes, il y a une échelle de graduation que j'explique dans le livre, qui sont des punitions toutes simples, c'est-à-dire tu as fait ça, t'attends, tu as fait ça, t'attends, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il y a pourtant des lois, il y a des règles, mais plus personne s'y tient. Plus personne. Vous dites que vous avez deux pouvoirs dans le livre, c'est celui de la punition, donc l'exclusion des fauteurs de troubles, et la diffusion. Donc là, c'est la diffusion des vidéos des gens qui se sont mal comportés. Et vous dites que c'est une méthode qui est particulièrement efficace. Très efficace, ouais. Ça fonctionne très bien parce que c'est assez dur, mais ça les touche directement. C'est-à-dire qu'en fait, ça les touche... C'est-à-dire que c'est facile de tabasser des gens et de se dire c'est bon, c'est pas grave, le lendemain on se réveille, ils s'en foutent en fait. Ils n'ont pas la conscience de leur acte et de ce que ça va laisser comme séquelles à la personne qui a été la vraie victime. Ça laisse des séquelles des mois, des années pour certains, qui n'arrivent pas à se remettre d'une agression. Oui, psychologique aussi, pas uniquement physique. Ouais, des séquelles psychologiques, c'est les pires. Hein. C'est d'avoir un nez qui saigne, c'est pas très grave, l'humain se remet vite de ça. Par contre, des souffrances psychologiques pour un individu qui n'a pas l'habitude de vivre ça, c'est dramatique. On peut lui fracasser le reste de sa vie, et vraiment lui fracasser. Et eux, ils rentrent chez eux, tout va bien. Ils n'ont pas la conscience, ils s'en foutent, ils se réveillent le matin, oh, tout va bien, c'est bon, je vais rechercher mon pain. Et je me suis rendu compte que
en mettant les vidéos, alors ça se fait de moins en moins parce que j'ai plus trop ces cas-là, parce que le fait d'avoir tout pacifié fait qu'aujourd'hui, bah, on n'a plus trop ces problèmes-là. Mais au moment où je le faisais, en 2023, par là, bah, je me suis rendu compte que ça marchait super bien parce que ça les touche là directement. Et quand ils se lèvent le matin, ils se disent non mais là, ils se font déglinguer, ils vont dans la rue, les gens le reconnaissent en disant lui c'est celui qui a tabassé du monde, il a blessé quelqu'un gravement. Et quand ils sont impactés directement par une situation, où là ils sont touchés, quand ils vont chercher leur pain, même leur boulangère leur dire mais vous êtes le gars de la vidéo du Yarl. C'est violent, c'est pire que des coups. C'est autant une garde à vue, ils s'en foutent, parce que personne ne le sait. Mais alors là, c'est violent. Alors je sais que ça peut choquer des gens qui disent oui, mais c'est pas bien de faire ça, il faut laisser la justice. Ben oui, je sais, mais la justice nous les laisse tous dehors. Ils n'ont pas de punition, ces gens-là, qu'est-ce que je vous dise? Ils vont recommencer demain. Je vous rappelle le cas que je vous ai dit tout à l'heure. 33 condamnations. 33 condamnations. Le mec, il a 33 condamnations. Ben, je sais pas, j'ai l'impression que ça marche pas leur méthode. Hein. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que ça marche pas. La mienne, elle marche. Moi, ils viennent à l'entrée, ils disent s'il te plaît, je referai jamais, j'ai compris le message, je retire la vidéo. On porte plainte, ils se retrouvent en garde à vue, ils s'en foutent. Je mets une vidéo, s'il te plaît, retire la vidéo. D'autant que vous avez beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, donc en fait, ça a une portée quand même significative. Quelqu'un qui a tabassé du monde, seul ou plusieurs, c'est une vidéo qui va faire 2-3 millions de vues en 24 heures. Tout le monde le voit. D'ailleurs, vous dites aussi que justement quelqu'un que vous aviez affiché sur les réseaux sociaux vous a demandé de la retirer et vous a proposé 20 000 €, je crois, pour retirer la vidéo. Ouais, ça fait partie du livre, il ne faut pas tout dire quand même, mais dans le livre on raconte cette histoire. Parce qu'elle bah oui, parce qu'en fait il risquait très lourd sur cette histoire, parce que c'était déjà un multi-condamné pour les mêmes faits d'extrême violence. Et donc il savait que la vidéo le mettait vraiment dans une situation très compliquée judiciairement. Il savait qu'il allait être condamné, qu'il n'allait pas gagner, quoi. Et donc bah là, il était prêt à donner beaucoup d'argent pour que je retire cette vidéo. Voilà. Mais je vais donner, on ne m'achète pas, je m'en fiche en fait. C'est là, tu vas devoir rendre des comptes et tu vas y aller parce que je ne veux pas que les juges te loupent. D'ailleurs, les juges, tout ce groupe-là, les juges ne les ont pas loupés. Hein. Les juges ont bien fait leur travail. Ils ont condamné tous les gens qui étaient dans cette grosse bagarre où ils ont défoncé 2 personnes pour rien, quoi. Pour rien. C'était le plaisir de péter la figure à des gens. Ah, donc vous croyez encore un peu à la justice quand même? Ça dépend sur quel juge on tombe. C'est toujours le même problème. Si on tombe sur quelqu'un qui a décidé de bien protéger le clan pour lequel il est, et normalement c'est son travail, il est là pour ça, pour protéger les gens, alors la décision est bonne. Si on tombe sur quelqu'un, si on tombe sur quelqu'un qui lui aurait plutôt une idée plutôt Françoise Dolto, c'est-à-dire oui mais il faut voir la vie de l'agresseur, qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie, pourquoi il est comme ça, voilà. Ah ouais, donc on va essayer de le réinsérer quand même, oui mais ça fait 10 fois qu'il fait ça, oui mais on va quand même faire une 11e fois, on va tenter encore parce qu'on y croit, on va lui donner des flyers et il va peut-être mieux comprendre. Oui mais là ça fait 30 ans que vous essayez, ça ne marche pas. Alors le problème c'est que c'est une chance sur 2, je vais dire. Comme le policier avec Naël, il a une chance sur 2. Soit il tombe sur un juge qui va dire « moi mon rôle c'est de protéger le clan, donc le peuple français, et on me paye pour ça, et alors je vais regarder tout le dossier et ma réaction et on va dire ma punition sera en sorte de savoir qui a fait quoi vraiment et comment on a fait pour protéger le peuple. Qui était vraiment en danger dans l'histoire là? C'est ça qui compte. Et nos juges sont là pour ça. Moi, je vous parle que des trucs violents, hein, pas de les jugements pour le reste, ça ne m'intéresse pas. Je vous parle vraiment de ça. Quand on a un juge qui prend de la distance et qui dit on doit protéger les gens, je pose une question toute simple. Si le jeune Naël avait continué sa route, qu'est-ce qui dit, qu'est-ce qui prouve qu'il n'aurait pas tué quelqu'un sur la route? Mais rien. Personne ne peut dire ce qui se serait passé après. Puisqu'il a failli déjà écraser 3 personnes sur sa route, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2 ou 3, je crois. Il y avait un cycliste et 2 passants, il faudra vérifier, mais je ne connais pas tous les dossiers par cœur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est... Mais qu'est-ce qui nous dit que 300 mètres plus loin, il n'aurait pas tué une petite dame de 70 ans qui traversait la rue, qui ne demandait rien à personne? Bah rien. Le rôle des policiers, c'est de nous protéger, bordel. C'est de nous protéger.
C'est ça leur rôle premier. Et qu'est-ce que vous pensez des émeutes qui ont eu lieu après, justement? Parce que dans le livre, je crois qu'à un moment, vous dites qu'en fait, vous, dans les soirées, vous voyez, il suffit d'une petite étincelle pour que tout s'embrase, finalement. Quand celui qui doit faire en sorte que personne ne bouge n'a pas assez de charisme, n'a pas assez d'aura pour dire ne bougez pas une oreille, parce que je vais venir, eh ben c'est le bordel. C'est le bordel. Et donc, quand on parle de ça, là, pourquoi est-ce que ça a embrasé les quartiers? Ça a embrasé les quartiers parce que ils se sont tous sentis touchés par la mort de Naël. Et ce que je peux comprendre encore, je le redis, moi. Moi, le premier, quand j'ai vu ça, je dis, encore un gamin qui meurt. Bah oui, un gamin. Et je me dis, c'était pas un gamin, c'était un délinquant. Ok, il avait des dossiers. Ok, moi, je vois un gamin. Je le dis, moi, jusqu'à 22-23 ans, pour moi, c'est des enfants, les garçons. Je parle des garçons, parce qu'avant qu'ils comprennent, il faut 22-23 ans, déjà, c'est encore des enfants. Et je me dis, bah oui, mais dans le groupe, il faut protéger les gens. Et qu'à un moment donné, comprenons pourquoi le gamin est devenu comme ça, et ayons des actions fortes pour que ça s'arrête. Et je suis persuadé que si on a quelqu'un qui arrive à avoir des actions fortes, ça va s'arrêter. Il n'y aura plus de mômes qui vont mourir à 17 ans parce qu'ils ont pris une bagnole qu'ils n'auraient jamais dû conduire parce qu'ils n'ont pas de permis. Et il n'y en aura plus si on a quelqu'un qui dit « Attendez, là, on va remettre les compteurs à zéro parce qu'une grosse majorité de la France en a ras-le-bol et on les comprend. Il y a une minorité qui n'est pas d'accord, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a toujours une minorité qui n'a pas été d'accord. Dans toute l'histoire humaine, il y a toujours eu une minorité qui n'était pas d'accord. Mais si on ne veut pas que le pays parte dans des pensées extrêmes. Type genre guerre civile, choses comme ça. Dans des pensées extrêmes. Vous pensez que ça peut arriver, ça? Enfin, parce qu'on entend parfois des gens qui en parlent, mais vous pensez que c'est quelque chose Dans toute l'histoire humaine, on peut trouver des cas où à un moment donné, le peuple en a tellement marre. On n'a pas besoin d'aller chercher loin, les rois. Quand à un moment donné, il y en a qui a perdu la tête quand même. Quand à un moment donné, le peuple en a tellement marre de leur situation, quand les paysans ne peuvent plus se nourrir eux-mêmes, quand les gens ne peuvent plus acheter leurs courses eux-mêmes alors qu'ils travaillent, quand les étudiants ne peuvent plus payer leur loyer, leur EDF, alors que même ils bossent au McDo entre leurs études et qu'ils sont obligés d'aller dealer pour pouvoir s'en sortir. Quand les victimes sont une deuxième fois condamnées quand la justice ne les aide pas, quand des victimes d'agression, je parle, violentes. Quand on pointe du doigt des groupements comme Némésis qui se met en avant parce qu'ils veulent défendre les femmes qui sont agressées par les OQTF, c'est leur créneau, et qu'on les pointe du doigt en disant c'est des fascistes, c'est ultra-droite, mais les nanas défendent un truc de dingue, c'est-à-dire qu'en fait, elles défendent leur vie à elles, et elles essayent de dire mais hey, on nous viole, oh, et la plupart, là, dans ce qu'on voit nous, c'est des OQTF. Et puis malheureusement, visiblement, de ce que j'en ai lu encore il y a quelques jours, les chiffres prouvent qu'elles disent vrai. Vous parlez du poste de Marc Vanguard. Bah oui, les chiffres, j'ai vérifié du coup parce que ça m'a intéressé. Je me suis dit, est-ce qu'elles disent vrai? Puis en regardant les chiffres qui sont tombés de Marc, hein, c'est ça? Marc Vanguard. Voilà, j'ai lu et je me suis dit, bah oui, elles disent vrai en fait. Principalement, là aujourd'hui, il y a un vrai problème avec nos OQTF parce que quand on regarde les chiffres, c'est dramatique en fait. Les femmes en France, elles se font violer par eux. Alors, il y a une surreprésentation. Il y a une surreprésentation, voilà, c'est le bon mot, c'est bien de le dire. Il y a une surreprésentation par rapport justement à leur présence et le nombre qu'ils sont. Voilà, c'est ça. Bah là, donc, ok, il y a un problème. Il y a les chiffres qui le disent. Que des petites nanas sont là en train de dire hey, « aidez-nous !» Mais attendez, mais c'est des médailles en fait qu'il leur faut, les pauvres nanas, quoi. C'est des médailles. Alors on peut dire que bah oui, ils accusent, voilà, ils attaquent certains, j'ai lu, ils attaquent que les musulmans et les machins. Bon, ouais, ok, d'accord. Vous avez vu, moi je parle jamais des musulmans. J'ai pas de vidéo où on peut m'accuser de ça. Ça m'intéresse pas. En fait, je m'en fous. Ah, on voit des vidéos où vous les reprenez quand il y a des gens qui disent Wallah. Bah oui, mais moi je n'ai jamais attaqué les musulmans. Je dis pas tous les musulmans sont violents. Je crois que vous dites même d'ailleurs que pour vous, finalement, les gens qui sont religieux, qui sont croyants, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est censé les mettre dans le droit chemin.
Toute l'histoire humaine est comme ça. C'est-à-dire que la religion aide les humains. Quand ils ont trouvé ça, on n'a pas toujours eu les religions, hein, d'accord? Au début, c'était pas des religions, c'était que les coupes-coupes et les pointes, et puis tu n'étais pas d'accord, tu plantais l'autre, c'était ça. Puis à un moment donné, les religions, quand même, parce qu'on s'est dit, ouais, mais on est en train de s'entretuer, on va mourir, on va disparaître. Et on n'a jamais voulu disparaître. Et ben là, on s'est dit, on va quand même créer des trucs qui fait que c'est ça, en fait. Et les religions nous ont aidés à suivre une ligne de conduite, et toutes les religions, hein, nous ont aidés à suivre une ligne de conduite parce qu'on a senti que notre comportement pouvait nous mettre en danger. Alors on a cru. On a cru. Et tant mieux qu'on a cru. On s'est dit, oh, il y a sûrement quelqu'un qui fait en sorte qu'on doit être des bonnes personnes. Alors d'ailleurs, on va en faire un livre. Puis on va en faire 2, on va en faire 3, on va en faire 4, parce qu'en fonction des clans, bah évidemment que le livre n'est pas le même. Et tant mieux qu'il ne soit pas le même, parce que c'est ce qui fait notre richesse. Et donc voilà, les religions sont nées que comme ça, et tant mieux, parce que je reste persuadé que les vrais religieux sont de bonnes personnes. Je côtoie plein de musulmans, et j'en ai côtoyé toute ma vie. Moi, les musulmans que je côtoie, ils ne sont pas à me dire « Wallah » toutes les 2 secondes, en train de me dire « Je te le jure sur Allah ». Les vrais pieux, ils ne sont pas comme ça en fait. Ils ont leur religion, ils font leur truc. Et moi j'adore, d'ailleurs ils me passionnent. Qu'est-ce que je veux dire? Mais je parle des musulmans, mais arrêtons de parler aussi que des musulmans. On peut parler des chrétiens, on les a un peu oubliés, on les abandonne totalement. Bah nous, par contre, pour notre clan et notre style de vie, on a choisi le catholicisme. Et c'était vraiment la religion la plus adaptée aux pays d'Europe. C'était normal, en fait. C'était tout collait pour que ça rentre. Le livre qui a été fait correspond parfaitement, en fait, à ce qu'on peut suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais choquer des gens, mais moi, les femmes voilées ne me choquent pas spécialement. Ouais, je sais que j'ai encore là toute l'ultra-droite qui dit « Et voilà, le Jarl, il dit... » Arrêtez de me saouler, arrêtez. Tant qu'elles sont dans leur truc, qu'elles n'imposent à personne, tant qu'on n'impose pas, le groupe est le clan le plus important. Est-ce que vraiment une femme voilée va me déranger? Un jour, il y a quelqu'un qui a été choqué parce qu'il a vu dans une de mes vidéos une femme voilée dans la boîte. Et alors? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a blessé quelqu'un? Elle m'a emmerdé? Ben non. Elle avait envie d'aller en discothèque, cette jeune demoiselle. Elle n'a pas bu d'alcool. Elle avait juste envie de s'amuser un petit peu et elle porte le voile parce qu'elle ne veut pas montrer ses cheveux. Arrêtez de m'emmerder en fait. Je m'en fous en fait. Si elle n'a pas envie de montrer ses cheveux, bah, qu'elle ne montre pas ses cheveux. Moi, c'est son casque. Vous savez, dans mon livre, je parle de l'armure. C'est son casque. J'ai bien des jeunes qui ne veulent pas quitter leur casquette, je les fais rentrer avec leur casquette. Ça choque les gens aussi, ça. Vous laissez les rentrer les jeunes avec leur casquette. C'est leur casque. On a toujours eu des casques. Dès qu'on a compris que notre cerveau, c'était la base essentielle de notre vie, notre cerveau, on l'a caché. On a toujours eu des casques. Alors aujourd'hui, on ne va pas se balader avec un casque en métal, on n'en a pas besoin. Mais on porte des casquettes. Ah oui, c'est comme ça. Mais vous parliez du voile, mais dans le livre, en fait, vous expliquez que alors vous êtes régulièrement justement accusé d'être une figure de l'extrême droite, un fasciste, et notamment par la presse quotidienne régionale qui vous avait traité de ces noms-là. Ouais, c'était Télégramme. C'est pas beaucoup de presse, il y en a une presse particulièrement. C'est leurs arguments. Ils n'ont pas d'autres arguments en fait. Ils n'ont que ça comme argument. Oui, il dit des trucs, c'est un fasciste. Enfin, déjà tout ce que j'ai annoncé en 3 ans, tout s'est passé. Absolument, tout s'est passé. Je me suis trompé sur rien. Alors là, ça fait un peu machine arrière. Je l'explique dans le livre d'ailleurs. Hein. Je parle de la journaliste, je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous avez compris, je parle de la journaliste et je dis c'est marrant, elle tient les mêmes propos que moi il y a 3 ans. Par contre, quand moi j'ai tenu ces propos-là, elle m'a traité de fasciste. Il y a 3 ans. Mais en fait, ça a tellement évolué dans le sens que j'avais prévenu que là, du coup, ça pique. Ah merde, il a dit des trucs, ça s'est passé. Bah oui. Ah, notamment sur le trafic de drogue. Bah oui. Les violences, j'avais annoncé des tirs, j'avais dit qu'ils allaient s'entretuer. À l'époque, il n'y en avait pas. 2 ans après, ils sont arrivés. Et je reste. On va revenir sur la religion parce que vous m'avez interpellé sur les musulmans et je vais vous dire pourquoi. Et j'aime bien expliquer ça parce que les gens doivent comprendre. Il y a un problème avec notre jeune génération. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à un événement de MMA. Important, j'étais invité comme VIP avec ma femme, c'était top, ils nous ont reçus gentiment. Vous savez, le salaud de fasciste raciste. Quand on arrive à un événement de MMA, 80%,
J'ai que des Blancs, des Renois, j'ai que des Renois, des Rebeux, des gars des pays de l'Est, et puis tu as 20% de gars de Français pure souche. C'est ça les événements de MMA, parce qu'en grande ligne, ça attire une grande pratique multiculturelle, mais beaucoup de gens avec des origines, en fait. Il n'y a qu'à voir le nombre de combattants, quand on regarde les checklists de cartes, bah oui, c'est la vérité, et alors, ça les attire, ils aiment ça. Et que quand on s'appelle Frédéric, souvent on préfère le tennis. Bah faites du tennis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi j'aime bien le tennis, ça ne me dérange pas en fait, à un moment donné, on s'en fout, quoi. L'important c'est de faire du sport. L'important c'est de faire du sport. Quand on arrive là-bas, que je suis reçu dans une table, grande table, avec tout le repas, tout était magnifique, tous les mecs qui viennent me checker et qui viennent me faire la bise, c'est que des Rebeux et des Renois. Salut le Jarl, c'est génial ce que tu fais. Puis j'ai Lucien et Jérémy qui disent « Ouais, salaud, raciste !» Tu m'emmerdes, toi, mais qu'est-ce que tu me racontais à moi? Toi qui traîne pas avec ces gens-là, quoi. Qu'est-ce que tu viens me dire? Moi, je traîne avec eux, moi je vis avec eux en fait. C'est mon quotidien en fait, ces gens-là. Dans mon business, dans ma vie, dans mon sport. Ouais, c'est mon quotidien. Et on se parle comme on se parle à nous tous. On parle de nos origines, on parle d'où viennent nos parents. Ben, c'est comme ça les dérange, mais on fonctionne comme ça. Et je reviens à cette religion, parce que c'est celle qui fait le plus parler en France en ce moment, les musulmans. Et l'événement. Il y a un des jeunes, enfin un des organisateurs, qui a donc des origines, qui a donc cette religion, et qui me dit « Le Jarl, on a un vrai problème. » Je dis « C'est quoi votre problème ?» Il me dit, tu sais, toi, tu n'attaques jamais notre religion et tout. Je dis, mais non, je ne l'attaque pas parce que... Il me dit, des fois, tu attaques un peu les rebeux parce qu'on fout le bordel, mais tu as raison. Des fois, on déconne. Mais ils le disent tous, les gens, les rebeux, ils en ont ras-le-bol. Même pour eux, c'est compliqué pour tous ceux qui se tiennent bien. Parce qu'en réalité, toujours pareil, il y a une minorité qui se tient mal, puis il y a une majorité qui ne demande rien à personne, qui veulent bosser, qui veulent... Vous savez quoi, là, j'ai dû faire 6 Uber en 24 heures, là, depuis à Paris. J'ai eu que des rebeux. Mais ces gens-là, ils sont fabuleux. Ils sont extraordinaires, ils se tiennent bien, ils bossent. C'est pas des gens qui vont dans la rue péter la gueule à des gens, quoi. Ils travaillent. On a mangé, on a fait 2 restos. Les 3 serveurs qu'on a eus, c'est des rebeux. On peut leur dire qu'ils sont bien aussi, ceux-là, si vous voulez, quoi. À un moment donné, on peut leur dire, oh, ils sont top. Hein. Il y a quand même 99% qui sont fabuleux, quoi. Par contre, il y a 1%, putain, les branleurs. Ah la vache, ceux-là, ils se tiennent mal. Ceux-là, ils tabassent des gens. Ceux-là, ils font du mal aux gens. Ceux-là, on voit les listes. On voit d'ailleurs, si vous prenez la liste des 10 personnes les plus recherchées en France. On la regarde, il n'y a qu'à regarder, on dit, oh putain, wow, ça pique. D'accord, alors on a compris. C'est un fait. Alors si c'est un fait, on fait quoi? On fait comment là? On réagit comment? Parce que les autres là qui se tiennent bien, même eux, ils en ont ras-le-bol en fait, qu'on mette leur religion et qu'on la salit, quoi. On la salit en fait. Et qu'à la base, on n'a pas à la salir parce que normalement, ça devrait être top. Parce que dans le livre, ça doit être top, quoi. Leur comportement doit être exemplaire, à respecter des règles, on doit respecter les gens. Et qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs on parlait de la presse, de la façon dont la presse traite la question de l'insécurité de manière générale? Ça dépend de la presse. Vous allez avoir une presse de gauche qui va minimiser tous les faits, qui va dire tout va bien, tout se passe bien. Puis vous allez avoir la presse de droite qui va donner des faits concrets qui s'est passé, puis qui essaie de dire un peu comme je suis en train de le dire là, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème dans ce pays, il va peut-être falloir trouver des solutions. En fait, tout dépend de la presse qu'on lit. C'est-à-dire que si je me lève le matin, que je regarde Libération, et puis que dans la foulée après, je vais lire, je ne sais même pas ce que je pourrais dire, ça va faire marrer les gens, mais je lis plus de journaux de gauche que de journaux de droite. Donc, quels journaux de droite je pourrais citer? Le Figaro. Allez, Le Figaro. Voilà. Excusez-moi pour ceux qui me regardent, Le Figaro. Je lis pas Le Figaro, excusez-moi. Valeurs actuelles. Valeurs actuelles, d'accord, ça, ça m'arrive de lire leurs articles. Et ben voilà, systématiquement, vous avez l'impression que vous n'avez pas le même pays. C'est-à-dire que vous lisez un article, vous lisez l'autre, pour la même histoire, vous vous dites ah merde, ils n'ont pas dû voir la même chose en fait, ils n'ont pas dû avoir la même histoire. Je sais que toutes les histoires ont toujours 2 versions. Mais là, quand même, sur des faits d'actualité réelle, il faudrait qu'à un moment donné, les journalistes commencent à s'entendre, parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des fous. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, à un moment donné, ils font comment? Ils cherchent eux-mêmes. Et avec la fabuleuse idée d'Internet et comment elle a explosé en 4-5 ans, avec les réseaux, vous savez, je ne sais plus comment on dit mainstream, c'est ça en anglais, c'est-à-dire que les trucs un peu à part. Alternatifs, voilà, qui font du média, comme le vôtre, entre autres, qui font des médias complètement libres et qui d'un coup commencent à avoir une posture importante parce qu'ils existent et puis ils font des vues et les gens les regardent et ils s'intéressent.
En fait, à un moment donné, ils font quoi? Libération, plus personne ne le lit. En fait, ils ont les aides de l'État, mais c'est compliqué pour eux, quoi. Et quand bien même, ça peut paraître bizarre encore ce que je vais dire, mais moi, j'ai pas envie que Libération s'arrête. En fait, parce qu'il y a des gens qui lisent Libération, il y a des gens peut-être qui ont envie d'entendre ce que Libération raconte. Mais en réalité, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que beaucoup de journaux racontent un peu des bêtises et puis édulcorent la réalité pour aller dans leur sens, et qu'il y a plein de nouveaux médias qui naissent, qui cartonnent, et que finalement, il y a de moins en moins besoin de la presse classique, quoi. Oui, d'autant qu'on a aussi la question de la liberté d'expression et de la censure qui est aussi au cœur de l'actualité ces derniers temps. Je vous ai vu en parler d'ailleurs, je crois que justement par rapport à C8 sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voulez que j'en parle aussi? Je ne sais pas si je peux, sans problème. C'est encore un truc de dingue. Vous avez l'impression que finalement la liberté d'expression vacille un peu L'impression Le sentiment, vous un sentiment de censure. Vous êtes dedans, attention. Je vais commencer dans 2 secondes, je vais comprendre que vous travaillez à Libération. Je ne vous l'avais pas dit, effectivement. Mais évidemment, là, ce qui s'est passé encore une fois, qui a décidé? Qui a décidé, je pose la question? C'est les élus? C'est des gens qu'on a décidé pour nous? Non, c'est des gens qui ont été placés là et qu'on dit pour tous les autres. Puis pendant ce temps-là, il y a 1 million de personnes qui signent une pétition. Ça, c'est du jamais vu. Ils comptent pas, eux. Ah bon, c'est bizarre. J'ai eu l'impression qu'ils comptaient à un moment donné. Il y a 3 millions de personnes qui finissent par être devant Cyril Hanouna chaque soir, sur les derniers 15 jours, là où il était encore sur C8. Jusqu'à 3 millions de personnes. Pendant que tous les autres sont en train de se dégringoler. Attendez, il y a un problème là, il y a quoi en fait? Et puis à un moment donné, non, on s'en fout. Mais vous en foutez de quoi en fait? Les gens les écoutent. Les gens les écoutent. Donc si les gens les écoutent, donc ils ont le droit. Donc leur parole compte. Donc Cyril Hanouna, il est ce qu'il est. Moi, c'est pas mon ami. Hein. J'ai pas son téléphone. Il y a des gens qui pensent qu'on est amis. Des fois, j'ai vu le pote de Cyril Hanouna. Mais arrêtez, on se parle même pas. J'ai pas son téléphone à Cyril. Par contre, il est ce qu'il est. Il a parlé pour des gens dont tout le monde s'en foutait, qui sont la majorité. Encore une fois, tout le monde dont on s'en fout, ce sont la majorité du pays, d'accord? Ce sont tous les autres, ceux qui bossent, ceux qui ont pu un rond, ceux qui travaillent dans les champs, ceux qui vont travailler dans les sites industriels et puis qui galèrent à la fin du mois avec pas grand-chose parce qu'on ne leur laisse plus rien du tout. On ne leur laisse plus rien. Les travailleurs qui travaillent avec des salaires, ce qu'on appelle les minima, hein, les minima de salaire, on ne leur laisse rien. Et là, on est en train d'attaquer la moyenne, vous savez, ceux qui sont au milieu. Là. Les classes moyennes. Les classes moyennes. Maintenant, c'est ceux-là qui commencent à prendre. On va jusqu'où, là? Parce que la classe moyenne est en train de commencer à comprendre pour dire hey, moi, j'ai cette chance de faire partie de la classe moyenne, d'accord? J'ai cette chance-là. Même moi, je suis en train de me dire mais ils sont en train de tout me prendre, là. Même moi, je dis putain, mais il y a encore 10 ans, pour la même somme et le même salaire, j'étais le roi du monde. Aujourd'hui, pour la même somme, c'est bon, on va se faire un resto, ma chérie, ce mois-ci? Ouais, c'est cool, on va se faire un resto. Ah, c'est cool. Pour la même somme qu'il y a 10 ans. Quoi. Tu dis, mais ils sont fous, en fait. On faisait des courses il y a 1 an. Vous êtes dans une famille de 3. Vous faites des courses pour une semaine pour 150 balles. Ça, c'est tous les gens qui vont regarder, ils vont dire, c'est notre vie. Aujourd'hui, pour la même chose, le même caddie, on est à 250 balles. Non, ils sont cinglés ou quoi? Ils sont fous, en fait. On va jusqu'où, là? Il y a eu une inflation énorme sur ces dernières années. Je voulais me chauffer, ça me coûtait 140 € l'année dernière d'EDF. J'ai la même maison. Je parle pour les gens, là, je ne donne pas mon cas précis, hein, mais je parle pour les gens. J'ai la même maison, j'ai rien changé. Ça va vous coûter 180 €. Ouais, mais je payais 140 avant. Ouais, mais là, c'est 180 parce que là, c'est parti. L'Ukraine, les méchants, l'ultra-droite, tout est de leur faute. Tout le monde vous savez, faut payer, là. Mais les gens, vous savez que dans un pays, l'histoire le prouve, quand les gens qui travaillent ne commencent plus à pouvoir vivre de leur travail, c'est-à-dire au minimum faire ce qu'ils ont envie de faire, je ne vous parle pas de partir en vacances tous les 15 jours, hein, juste la base, une vie normale, parce qu'ils travaillent, c'est là que les gens sortent dans la rue et se révoltent et vont chercher ceux qui sont en haut. C'est là. Et bien là, je peux vous dire qu'ils ont intérêt à faire attention parce qu'on n'en est pas loin. On en est à quelques mois là, de ça, là, que les gens n'ont plus rien. Les petits étaient en bas, mais en fait, comme ils étaient tout seuls, bon ben, je parle des gilets jaunes, ils étaient tout seuls, les vrais gilets jaunes, hein, pas ceux qui sont venus après, d'accord? Ceux du démarrage, ceux qui galèrent. Ceux qui se révoltaient justement contre la pression fiscale. Bien sûr, qui n'ont plus rien, les pauvres. Ils bossent, ils n'ont plus rien.
Là, je suis en train de vous dire que oui, mais maintenant, même la classe moyenne est touchée. Ça va commencer à faire du monde, là, en France. Là, ça va commencer. Là, c'est plus oh, ça va, les campagnards, c'est bon, mettez vos gilets et allez à vos ronds-points et ne nous faites pas chier. C'était ça, hein. Ils étaient vus comme ça, les pauvres. Ouais, mais excusez-moi, mais là, je vais rentrer ce soir, j'ai plus un rond, quoi. Et pourtant, je travaille. Ça va, quoi. Ça va trop loin, en fait. Vous savez, 2027, c'est bientôt. Vraiment, il faut que les gens se rendent compte qu'il faut changer les choses, en fait. Il faut qu'on ait quelqu'un, là, qui vienne sauver, là. Qui vienne nous sauver, en fait. Là, il faut un sauveur. Là, je vais utiliser. Il faut un sauveur. Il faut un mec là qui arrive et qui dise attendez là, on va s'arrêter là. Stop. Ouais, mais l'administration a dit. Quelle administration? Ce nom-là, on va la faire sauter. On la vire. Ah, on la vire? On les vire. Ah, vous êtes parti de la tronçonneuse à la Elon Musk ou à la rivière Milei? Bien sûr, ouais. Oh, je connais pas trop la politique, je vais pas mentir, parce que moi, quand je connais pas... Mais vous avez été entrepreneur pendant des années d'ailleurs, donc vous c'est pour ça que je parle comme ça. Tout ce qui est bureaucratie, paperasse, j'ai tout connu, empêchement, tout genre. J'ai connu les gros succès, j'ai connu un gros échec, je le parle dans mon livre, j'en parle, hein, je suis honnête, moi je m'en fous. Il y a des gens qui disent ouais, c'est un escroc, c'est un salaud, il a escroqué des gens, arrêtez. J'ai jamais été condamné, j'ai jamais fait de prison, j'ai jamais pris de sursis. Détendez-vous un peu, j'ai eu des entreprises, j'en ai eu 9, 8, enfin une 9e maintenant, mais j'en ai eu 8, j'en ai réussi 7, j'en ai planté une, avec tous les défauts que j'ai eus. Je le dis dans le livre, hein, vous avez vu, je suis honnête hein, avec ce que j'ai fait. Avec des un mauvais comportement, des trucs, ouais, on va dire une mauvaise gestion d'organisation, point barre. J'ai perdu 3 procès, ok. Ouais, c'est une entreprise. Arrêtez de me saouler en fait. Je suis pas un voyou, je suis pas un mec qui a tué des gens. Et puis j'ai été condamné quand ça a dû être condamné dans mon entreprise. Bon, il y a plus de 10 ans maintenant, mais ça ressort aujourd'hui parce qu'avec les faits d'actualité, les gens en parlent. Mais oui, bah oui, ok, d'accord. Il y a eu des trucs où on n'a pas été bon, la gestion de contrat n'a pas été bon. Voilà. Mais à un moment donné, quand je vous parle de ceux qui sont en haut, je reviens à ça à la base, parce que mon histoire là, on s'en fout un peu en plus. Puis allez raconter dans le livre. Pour ceux qui veulent savoir, ils achètent le livre. En fait, c'est aussi simple que ça. Mais là, il faut quelqu'un. Je ne parle pas de Trump parce que quand je ne sais pas, j'en parle pas. Moi, son programme, sa vie, son truc, je la connais pas trop. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais on a tellement de choses à faire dans ce pays que ce que font les autres, bon, ok. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, on voit que chez nous, avant de nous occuper des autres, c'est chez nous, on a un problème et que on voit d'où vient le problème, on l'a compris. Un jour, j'ai rencontré un député avec qui je suis resté en très bons termes, qui s'appelle Patrick Vignal, qui m'a aidé pour plein de choses, qui a été vraiment... J'en parle dans le livre d'ailleurs de lui, hein, de Patrick Vignal. Il n'est plus député parce que pendant les alliances, il s'est fait éjecter, lui. Il a fait partie des mecs qui n'ont pas eu le droit d'être dans les alliances, alors que c'était un macroniste, mais un mec bien. Vraiment un mec qui bossait, qui était sur le terrain, qui allait, quoi. Et on est devenus en très bons termes, pour pas dire copain, mais voilà, je ne vais pas dire copain parce que ça le met lui aussi dans des... Mais voilà, j'ai son téléphone, on peut se parler, quoi. Il m'a dit un jour, quand je suis allé à l'Élysée pour justement la mise en place du MMA, il m'a dit, tu sais Yovan, je vais te dire la vérité, en réalité on décide de rien. Je dis, c'est-à-dire, en fait les administrations derrière, nous on va vouloir mettre des trucs, mais si les administrations ont décidé de ne pas appliquer ce qu'on demande, ça n'est pas appliqué. Les hauts fonctionnaires... Et là j'ai compris, là, j'ai dit, bah t'es député quand même Patrick. Le député c'est pas ceux qu'on décide qui... Il me dit, je te le dis la vérité, rien. Ah putain. Et moi j'étais là, ah d'accord. Et là je lui dis, mais en fait, c'est foutu en fait. Les mecs qui sont en train de foutre le bordel, on les garde et on leur dit rien. Ceux qui sont en train de décider à la place de tous ceux qui en ont ras-le-bol, on leur dit, oh, vous parlez trop les gars là. Chut, on vous a dit stop. On vous a dit, vous allez arrêter de regarder Cyril Hanouna. Ouais, mais on aime bien nous, parce que si tu veux, on a bossé 9h, 10h là, parce que je fais des heures sup en ce moment, je galère. Et quand je rentre à 19h30, 20h, j'aime bien regarder leur émission parce que ça me fait du bien à la tête. Bah si ça te fait du bien à la tête, on s'en fout. On s'en fout. Chut, tais-toi, on va te la couper ton émission. Parce que nous, on n'aime pas trop que ça te fasse du bien à la tête. Il y a un type un jour a dit, les gens, du jeu, vous savez. Du pain et des jeux. Du pain et des jeux. Alors, le pain, c'est fini. D'accord, c'est fini, il n'y a plus de pain. On ne peut plus en avoir parce que quand on bosse, même acheter du pain, il faut compter. Alors les jeux, Cyril Hanouna, c'est fini aussi. D'accord. Non, mais il y a la guerre en Ukraine maintenant. Il y a la guerre en Ukraine. Alors on n'a plus de pain, on n'a plus de jeu. Ah d'accord, ok. Alors on fait quoi là? C'est quoi là le projet de demain matin là? C'est quoi leur projet là pour nous là?
D'ailleurs, je précise que je pense que vous êtes en bonne condition physique, donc s'il faut y aller, à mon avis, avec votre expérience, je pense que vous êtes un candidat pour l'Ukraine. Pour aller à l'Ukraine, ouais. vous croyez vraiment que... Moi, je vous prends dans mon équipe, en tout cas. Je vous prends dans l'équipe. Écoutez, l'Ukraine, c'est pareil, je ne maîtrise pas. C'est des sujets, la Russie, moi je parle quand je connais. Il y a un truc dont je maîtrise, c'est ce qui nous arrive là, d'accord? Moi je suis quelqu'un qui bosse, je me lève le matin, je travaille, et je bosse pour pouvoir m'acheter ma bouteille d'eau, d'accord? Et quand j'ai plus assez d'argent, je travaille encore plus. D'accord, j'ai connu dans ma vie, j'ai connu des moments où s'il fallait faire 50, 60 heures, 70 heures semaine, je les faisais. Et c'était pas grave, parce qu'en fait, je suis comme ça. Je me lève le matin, je dis si je veux de l'argent, je travaille, c'est tout. Et l'Ukraine, c'est dramatique. D'accord, ce qui se passe, je vois bien que c'est compliqué. Mais je maîtrise pas, moi. Je vois bien on va me parler. Ouais, le Jarl, il est pas Free Palestine. Mais arrêtez, putain, arrêtez. Mais bien sûr que tout ce qui se passe dans les peuples qui s'entretuent, c'est dramatique, j'arrête pas de le dire. J'aime les humains, bordel. Et de n'importe quel camp, je les aime, les humains. Et que quand les peuples se fracassent, on a donc échoué quelque part. Est-ce qu'on y peut quelque chose, nous, en France? Je suis pas sûr. Est-ce que eux-mêmes, entre eux, est-ce qu'ils y peuvent quelque chose eux-mêmes? Je parle vraiment de la population. Je suis pas sûr. Ils sont comme nous, en fait. Ils ont des petits bonhommes dans les bureaux. Ils sont comme nous, ils sont tous comme nous. Et qui décident. Alors les petits bonhommes, évidemment, si je parle de la Palestine et le Hamas, c'est pas des petits bonhommes dans les bureaux. Mais on comprend qu'il y a des gens qui décident pour tous les autres. Et c'est souvent une minorité qui n'est pas d'accord avec tous les autres. Et dans ces cas-là, il se passe quoi? Eh bien, ils s'entretuent. Et c'est pour ça que j'arrête pas de revenir à mon livre, et je le redis, si on ne comprend pas ce qui nous arrive, et qu'à force qu'il y ait des petits bonhommes qui décident pour tous les autres qui ont plus envie de vivre comme ça va mal finir. C'est vraiment, ça va mal finir. Des fois, je m'énerve, je suis désolé, mais parce que vous me prenez... Alors, l'Ukraine, bah non, en fait, si je dois me battre, je me bats en France. Moi, mon combat, là, vous savez, moi, les SDF, par exemple, ça, c'est mon combat. Moi, j'en ai marre de voir des gens dans la rue, en fait. Moi, je les vois souffrir, je les aide. Il n'y a pas un jour où je ne fais pas quelque chose pour eux. Que ce soit dans la rue, le week-end, je leur file des fringues, je fais des actions. On le voit d'ailleurs sur les ça, par exemple, ça, c'est mon combat. C'est si on doit faire des bonnes actions, chacun a ses combats. Moi, voir des gens, voir des anciens militaires, des anciens pompiers, des mecs dans la rue, je me dis, putain, les mecs, voilà ce qu'on leur laisse, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ils sont des moins qu'Oriens, quoi. C'est les pauvres, quoi. Et bah, moi, là, ça me touche. Si on me dit, va dehors et va te battre avec des types qui viennent leur voler leurs affaires, ah, j'y vais demain matin. Et je peux vous dire que sur mes réseaux, les gens qui me suivent, là, il y en a plein qui me suivent. Mais pour la bonne cause, quoi, pour des causes qui sont chez nous, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes causes et de mauvaises causes? Je ne sais pas, mais là, on est en direct, on les vit en direct, quoi. Si une femme se fait harceler, attaquer, là, j'y suis, là. Ils peuvent être 25, 30. S'il faut y aller, j'irai tout seul. On ne va pas toucher une femme de notre pays, là, en France. Il ne faut pas faire ça, il faut les laisser. C'est nos femmes. Pourquoi c'est important? Pourquoi elles sont importantes, nos femmes? Pour la perpétuation du clan. Bien joué. Je crois que vous avez tout compris comment je fonctionne. Elles nous sauvent. C'est elles qui font que demain matin, on va encore être là. Là, vous le dites dans le livre aussi, d'ailleurs, derrière chaque grand homme se cache une femme. Mais elles font tout, en fait. Elles sont tout. Alors peut-être pour conclure cet entretien, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous aimeriez insister, un point peut-être particulièrement important que nos auditeurs devraient retenir de l'entretien pour vous? Ouais. Je vais revenir sur l'essentiel aujourd'hui et l'urgence. Je veux que les gens comprennent ça, c'est que qui cherchent, qui se renseignent, qui ne s'arrêtent pas à ce que certains médias peuvent dire. Voilà, faut gratter pour se sauver, en fait. Pour se sauver soi-même, il faut s'intéresser à ce qui se passe. Il faut on va dire, on peut lire, mais on peut regarder aujourd'hui, les réseaux sociaux pullulent de bonnes informations. Je parle souvent de YouTube, mais YouTube, par exemple, est une source d'information qui est devenue incroyable. On peut aller chercher quand on va vraiment trouver des... Alors évidemment, il y a toujours des mecs qui vont faire des sites internet pourris, des trucs, voilà, évidemment. Il y a... vous allez voir, je parle d'un truc que je ne parle jamais, mais j'aime bien quand même, ça fait parler, ça va en même temps faire comprendre aux gens. Mais en franc-maçonnerie, et comme quoi je suis enseigné, il y a un des préceptes très importants en franc-maçonnerie. Rien que le mot là, c'est 300 000 vues là, pour vous. C'est surtout beaucoup de commentaires qui vont vous... Bien sûr, en franc-maçonnerie, il y a un truc très important. Cherche et tu trouveras. Cherche et tu trouveras. Ça, c'est un des préceptes phares de la franc-maçonnerie. Ben, je dis aux gens, cherchez et vous trouverez. En fait, tout est marqué, tout est quelque part, partout. On a toutes les infos de notre histoire.
ça va. Vous savez, quand je me baladais avec ma chérie tout à l'heure, je passe mon temps à regarder les murs de cette magnifique ville et je regarde tous vos bâtiments, parce que je ne suis pas de Paris. Je suis un passionné de bâtiments. Tout est marqué sur les bâtiments. Notre histoire sont sur nos murs. Nos histoires sont dans nos cathédrales. Voilà. Ça, on ne peut pas l'enlever. On ne peut rien, c'est gravé. Et après, on ouvre des livres, on va sur les sites internet, on va regarder, on cherche. L'humanité est magnifique. Les Français sont un peuple magnifique. Tout ce qu'ils composent actuellement en 2025 est un peuple magnifique. La seule chose, c'est que pour pas qu'ils sombrent, il faut que la majorité ne se divise pas. Il y aura toujours une minorité pas d'accord, mais la grosse majorité ne doit pas se diviser. Et j'invite constamment tous les peuples, tout le peuple, même avec les origines, pays de l'Est, maghrébines, les Africains du Nord, du Sud, avec des parents qui sont arrivés en France, dont la France les a sauvés, parce que la France a sauvé mon père. Par exemple, c'est un exemple, la France a sauvé mon père. Il est parti de la Yougoslavie, il est arrivé en France, il a trouvé ce pays fabuleux. Il a demandé sa carte d'identité française, je peux vous dire que ce jour-là, pour lui, c'était une seconde vie. Il était fier d'avoir cette pièce d'identité. Vous voyez ce que je veux dire? J'invite vraiment, et je vais terminer là-dessus, tous les peuples qui sont là, dans ce pays-là, qui sont français, tout le peuple, je dis le parce que je dis les, tout le peuple de la France, de toute origine confondue, à se souder entre eux, de faire un vrai clan uni. C'est ça que j'aime, moi. De se trouver un vrai leader, parce qu'il va falloir se le trouver, le vrai leader, et de mettre de côté les idées partisanes et les machins avec tous ces députés qui se déchirent, parce que vous comprenez, ils ont quand même tous 10 000 balles à prendre par mois, et une cocarde à mettre sur la bagnole, d'accord? De les mettre à un moment donné de côté, et de se dire, bon d'accord, je parle de tous les bords confondus, là, et de se dire, qui va venir nous sauver tous? Et de trouver des solutions pour enlever les petits là qui décident pour, enfin les grands qui décident pour tous les petits, et qui va dire alors vous voyez, voici notre livre, il est comme ça pour gérer la France. On va le fermer, on va mettre le feu dedans là, et on va en réécrire un ensemble. On va tous en réécrire ensemble, mais tous. Et vous allez nous dire, ce pays-là qui va très mal, tous, vous allez venir nous dire comment vous voulez-vous que la France redevienne? Parce que la France a été à un moment donné magnifique. Hein. Il y a eu des années où c'était génial. On travaillait, on gagnait notre vie, tout est magnifique. Là, on a eu la chance d'avoir nos grands-parents, par exemple, qui avaient la chance de pouvoir s'acheter une maison avec un travail et puis une deuxième à la plage. Enfin, nos grands-parents, c'était ça leur vie, pour un travail où ils bossaient à l'usine. Aujourd'hui, bosser à l'usine, vous n'achetez même pas votre maison. C'est-à-dire que vous galérez à payer votre loyer que vous louez. Donc il y a eu des belles années, il faut qu'on les retrouve. Alors je suis un mec de 50 ans, mais des fois les gens disent ouais, le passé, il y a toujours des gens qui disent, les vieux ils disent, ça fait vieux con de dire avant c'était mieux avant. Excusez-moi du peu, mais on a le droit de le dire. On a le droit de le dire parce que là ça y est, là, c'est compliqué quand même. Et donc voilà, donc j'invite le peuple français à se réunir et peu importe, bordel, tous ceux qui trouvent que là c'est plus possible et même ceux qui sont parfois humiliés dans certaines situations, les rebeux, les musulmans, quand on ras-le-bol d'être mis en avant par certains groupes, parce que je leur dis mais les gars, à un moment donné, si vous trouvez que même vous ça devient compliqué, bah, venez dans le clan où vous voyez que la majorité en a marre, parce qu'en vrai la majorité, les mecs, ce sont pas des racistes en fait. Les Français, ce ne sont pas des racistes, ce n'est pas un peuple raciste, bordel. C'est un peuple qui veut juste vivre dans un endroit tranquille, sécurisé, et quand ils travaillent, ils veulent pouvoir bouffer. Le peuple français, c'est ça. À un moment donné, arrêtez de mettre des mots sur des gens dont vous croyez que nos gens de la campagne, les gens qui manifestent, les gens qui n'en peuvent plus, les gens qui ont voté massivement pour la droite, tout bord confondu aux législatives, parce qu'on a vu que là c'était une marée, on pourrait dire la marée bleue, parce que quand ils ont fait la carte de France, tout était bleu, il n'y avait que des petits endroits, je ne sais plus quelle couleur ils avaient mis, mais c'était rouge ou je ne sais plus pourquoi pour tout ce qui était de gauche. Et là on voyait que c'était une marée. Mais vraiment sincèrement, posez-vous dans le canapé, bon, vous ne mettez pas devant TPMP si vous ne voulez pas, mais posez-vous tous et dites-vous une chose. Est-ce que vraiment le peuple français est raciste quand il a voté à droite? Mais vous n'êtes pas bien ou quoi? Les gens qui votent à droite et qui ont voté à droite parce qu'ils en avaient marre, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus personne qui les aide à gauche. Ils les ont complètement oubliés, ils ont abandonné. La gauche
aurait dû travailler sur l'insécurité des gens. Les premiers touchés, c'est les petits peuples, c'est les 18-25 ans, les premières victimes des agressions. La gauche les a abandonnés. Pire, elle leur a craché dessus. C'est ça, elle leur a craché dessus, on s'en fout. Ah, vous allez dealer pour pouvoir vivre. Oh, c'est bon. Allez, ouais, ça va, c'est pas grave. Demain, un leader arrive de gauche et arrive et dit on va mettre le livre au feu et on va en réécrire un autre et c'est vous qui allez nous dire sur les grands sujets importants ce que vous voulez qu'on fasse. Vous allez décider de votre peuple et de la suite que vous allez donner à vos propres enfants, petits-enfants. Voilà. Dites-nous, il y a des grands sujets, il n'y en a pas 50. Mais à un moment donné, ces grands sujets, les gens doivent aller mettre un papier et dire oui, non. Le Conseil constitutionnel n'a pas le droit de regard. Seul, c'est comme ça que je vois, seul le peuple va dire ce qu'il veut. Et une fois que le peuple aura dit ce qu'il veut, alors on écrit le livre. Et terminé. Vous voulez que je dise, celui qui arrive à faire ça, je vous donne 1 an, 2 ans, tout est fini. Tout est fini. Tout redevient normal dans ce pays. 1 an, 2 ans maximum. Parce que personne, même les gens de gauche qui sont énervés, voudront retourner dans un pays où ça va mal. Parce que même eux vont y gagner. Tout le monde va y gagner. Et puis ils se rebattront ensuite dans des avis politiques qui sont les leurs. Le social, l'entraide, c'est la gauche. Ben oui, battez-vous. Sauvez nos SDF, ils sont dans la rue. Sauvez nos jeunes qui galèrent. C'est votre travail. C'est votre boulot, quoi. C'est ça, là, ils font plus ça. Là c'est les salauds extrêmes fascistes. Mais bordel, arrêtez-nous, faites votre travail. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Yovan. Avec plaisir, merci de m'avoir laissé le temps de parler. Avec plaisir. Ouais.